tous. C'est toujours l'angoisse, est-ce que le micro fonctionne? Vous m'entendez, très bien. Super, c'est bien une bonne chose. Je me présente, je m'appelle Patrick Valélian, je suis le directeur de 7.info, qui a plaisir ce soir de vous inviter pour son deuxième débat de sa courte histoire. Le premier, c'était la semaine passée, un peu plus, une dizaine de jours, avec, on avait invité Jean Sigler à Newtony. Et puis aujourd'hui, c'est une autre problématique, un autre débat, et c'est vraiment un plaisir pour la rédaction de 7 de vous inviter, de pouvoir discuter de la problématique du mammo-business, de la mammographie plus précisément, à la suite de plusieurs enquêtes menées par Catherine Riva, qui est journaliste libre et qui nous a fait l'honneur de publier dans 7 une série de sujets qui ont été primés par le prix Média de l'Académie suisse des sciences médicales. C'est un terme un peu pompeux, mais enfin qui est très sympathique. Et c'est notre premier prix Média, donc on en est très fiers également. Voilà, dans 7, je vous le présente rapidement, parce que j'en profite aussi, faire un peu de pub pour nous. C'est un site d'information qui, tous les vendredis, et tout prochainement à partir du mois d'avril, tous les mois, publie un magazine. On est le seul au monde à faire des choses pareilles, donc pareil à la fois sur papier et sur le net. Et puis, voilà, donc c'est une quinzaine de journalistes, une équipe qui travaille d'arrache-pied pour proposer une autre information, un autre journalisme, un autre regard sur le monde, et qui privilégie plutôt l'information plutôt que l'actualité et l'information en profondeur. J'en profite également, là vous avez dû remplir ce petit concours. Il y a une offre également qui est proposée à l'issue de la soirée, donc on fait un petit rabais pour un abonnement d'une année. On compte sur vous pour nous soutenir dans notre démarche, dans cette autre manière de faire de l'information. Voilà, pour le côté pub, je vais m'arrêter. Vous n'êtes pas là pour ça ce soir, donc merci d'être venus si nombreux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir. Je vais commencer simplement ce débat qui va durer en gros jusqu'à 8 heures, je pense, par donner la parole à chacun des intervenants. Vous verrez, on a une petite surprise parce qu'on a un peu comme sur TF1 The Voice, quelqu'un qui est à Paris et qui nous entend, qui pourra nous parler mais qu'on ne verra pas. Mais vous verrez, c'est très sympathique. C'est pas pour vous mettre la pression. Alors, on va commencer par vous, Madame Rittner. Vous prenez le micro bleu, s'il vous plaît. Il y a un petit bouton, vous poussez vers le on. Je vous donne une minute pour vous présenter. Je suis Rose-Marie Rittner, la directrice de la Ligue fribourgeoise contre le cancer. C'est moins d'une minute. D'accord. D'où venez-vous? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous? Alors, je suis fribourgeoise, j'ai fait toute ma vie professionnelle ici à Fribourg et je suis depuis 1997 la directrice des ligues de la santé du canton de Fribourg qui réunissent la Ligue contre le cancer, la Ligue pulmonaire, l'association du diabète et différents centres de compétences et des programmes de prévention et de dépistage. D'accord. Vous avez une formation de? Au départ, une formation d'assistante sociale complétée par une formation en gestion. D'accord, bah c'est parfait, c'est nickel, c'est super. Merci. Daniel Betticher. Daniel Betticher, oui, fribourgeois, médecin-chef du service de médecine à l'hôpital fribourgeois, oncologue et interniste. Bon, j'ai fait mes études à Fribourg, à Berne, ensuite en Angleterre, aussi à Bâle, ensuite à Berne, et je suis revenu sur Fribourg. D'accord, et vous enseignez à l'université de Fribourg. Je suis professeur à l'université de Fribourg et Berne. D'accord, très bien. Merci. Oui, bonsoir, je suis Catherine Riva, je suis journaliste libre, je suis spécialisée depuis, je dirais, 2006-2007 dans les dossiers, les enquêtes de santé. J'ai publié notamment un ouvrage sur la vaccination anti-HPV avec le docteur Jean-Pierre Spinoza et la mammographie, enfin, justement, a été une autre grosse enquête que j'ai menée dans le cadre de mon activité. Tu peux nous parler un peu de ta formation aussi? Alors, j'ai une licence en lettres. Je suis dans le journalisme depuis 2000. Je vis en Suisse alémanique depuis 1995. Et voilà, je travaille en libre à peu près depuis 2001. Ok, merci. Est-ce qu'on fait intervenir la voix maintenant, avant Jean-François Steyert? La voix, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah bah voilà, oui, ça marche. Alors,
Bernard Dupéret, vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez regarder, il est derrière vous, là-bas, il y a un écran, si vous voulez juste vous tourner. Comme ça, vous pouvez lui faire coucou. Alors, je suis... Voilà, coucou, Bernard. Oui. Voilà. Je vous laisse vous présenter. Très bien. Donc, je suis radiologue de formation et fais de la scénologie depuis plus de 40 ans. J'ai participé au dépistage du cancer du sein dans les années 90 comme président du comité scientifique dans l'Oise. Il s'agissait alors d'évaluer le test de dépistage qui consistait en un seul cliché mammographique. Et sans que l'étude ait été menée à son terme, le dépistage a été généralisé. Je préfère directement rentrer dans le vif du sujet pour me présenter par rapport à ce que je vais vous raconter. D'accord, mais... Devant le fiasco constaté, attendez, Bernard, on va lancer dans on est passé à un test anonyme en population, Bernard, à un examen de diagnostic personnalisé. J'ai donc démissionné de mes fonctions en 95. Oui, Bernard. Oui. Voilà, juste vous présenter. On parlera après de votre problématique. Juste vous présenter. Vous êtes donc, vous vivez à Paris. Oui, je suis radiologue. J'étais à l'hôpital Saint-Antoine. Je suis retraité depuis 2 ans. D'accord. Mais je continue une activité de recherche par rapport au dépistage que j'avais en collaboration avec Bernard Junot. Et donc, voilà. Simplement, là, je voulais, pour ne pas entamer trop en 2 minutes, on vous donnera la parole après. Présenter le travail, c'est pour ça que je voulais me présenter au travers. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous aurez un peu de temps tout à l'heure pour présenter tout ça. Chacun aura entre 3 et 4 minutes. Hein, je ne serai pas trop... 3 et 4 minutes, ça va, je suis bon. Voilà, j'espère. Vous êtes pas trop bavard, j'espère. C'est difficile de vous couper à distance comme ça. Hein. Bon, et puis on laisse Jean-François Steyert se présenter. Bonsoir, Merci. Je m'appelle Jean-François Steyert, je suis professionnellement au secrétariat général du département de l'instruction publique du canton de Vaud et je représente le canton de Fribourg au Conseil national. Je m'occupe prioritairement de politique d'éducation, de recherche et de politique de la santé. Je suis coprésident de la Fédération suisse des patients, président de la Société suisse de politique de santé et président de la Ligue fribourgeoise contre le cancer. Comme ça, j'ai mis tous mes intérêts sur la table, comme ça se fait généralement en politique de santé. C'est souvent très long parce qu'il y a peu de gens neutres et c'est peut-être vraiment un des enjeux clés aujourd'hui. Ça vaut pour les mammographies comme pour beaucoup d'autres questions. On parle aujourd'hui de médicaments contre l'hépatite C, on parle de beaucoup de progrès et un des principaux dilemmes qu'ont les associations de patients en Suisse, c'est de savoir sur tous les nouveaux progrès qui arrivent, quels sont ceux qui sont vraiment des progrès, parce qu'il y en a, et quels sont ceux qui n'en sont pas, parce qu'il y en a aussi, et on a une industrie qui essaie de les vendre. Et l'enjeu essentiel pour moi pour ces prochaines années, c'est d'établir en Suisse des compétences solides, professionnelles, neutres, c'est-à-dire qu'ils soient ni dépendants, Jean-François, j'avais dit, pharmaciens, on se présente. Ni d'autres. Alors j'arrête là et on reprend. Voilà, tu n'es pas encore en campagne politique, donc tu te présentes. Non, mais c'est un enjeu clé. Toi aussi, tu es fribourgeois, moi aussi, donc tout va bien. Voilà, donc je voulais juste vous dire, vous avez sur le côté gauche Charlie Pache, voilà, qui a le pull bleu là, qui a un micro dans les mains. Si vous avez des questions, vous avez envie d'intervenir, vous levez la main et je vous donnerai la parole. On sera un peu plus participatif et interactif comme ça, et ça permet de réagir aussi un peu plus rapidement et de permettre... voilà, c'est juste, je ne me suis pas présenté moi-même. Merci Jean-François. Donc moi c'est Patrick Valélian, je suis donc journaliste de formation, historien formé à l'Université de Fribourg, comme tout le monde ici quasi, sauf Catherine, et puis ancien professeur au collège à Bulle, au gymnase, enfin et au CO, et j'ai donc une carrière de journaliste entre La Gruyère, La Liberté, dont je salue Claudine Dubois, une de nos anciennes collègues, et ensuite d'hebdo, j'ai fait pas mal de petites choses à gauche et à droite, notamment aussi à l'étranger, et je suis revenu ici pour créer CET, et c'est vraiment un projet qui est juste extraordinaire. Je salue également Jean-Marc Angelo, qui fait partie du projet, qui est ici avec nous. Voilà, donc juste pour parler de moi, et j'habite Bulle, donc voilà, on est un peu en famille ici, finalement. Voilà, je vais introduire rapidement la problématique.
on a intitulé cette thématique à 7, le mammo business, la problématique du la mammographie. Comment ça s'est passé? Simplement un jour, Catherine m'appelle et puis me dit bah tiens, j'aimerais enquêter là autour. Je dois avouer que moi ça m'avait jamais traversé l'esprit de me dire bah tiens, est-ce qu'on peut faire une grosse enquête sur la problématique du dépistage du cancer du sein, parce que ça me paraissait complètement évident. Enfin, j'avais toujours vécu avec ça. Enfin moi, pas moi directement, mais enfin quand je pense à ma mère ou ma grand-mère où j'ai 2 filles, donc je pense que ça fait partie des choses dont on leur parlera au moment venu. Elles ont 11 ans, donc c'est pas encore le souci. Mais disons que c'était voilà, ça m'avait un peu surpris. Et puis chemin faisant, bah, j'ai découvert qu'il y avait effectivement un univers qui n'était pas aussi simple que je le pensais, qui n'était pas si évident, et un travail de longue haleine qui fait en gros 4 papiers, 4 articles de plus de 150 000 signes, c'était quand même quelque chose comme ça, hein. C'était une grosse enquête, où on se rendait compte qu'il y avait passablement de conflits d'intérêts, qu'il n'y avait passablement d'études biaisées, des évaluations qui étaient sujettes à caution. Enfin, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Et nous, chez 7, au-delà du sujet, qui a eu un gros succès, on a publié 4 articles là-dessus, qui ont été publiés notamment dans le magazine, mais aussi et surtout sur le site en premier. On s'est dit que ça valait le coup qu'on débatte de ça, qu'on pose la question, est-ce que, et c'est une question qui est à dessein provocatrice, est-ce qu'on nous a menti là-dessus? Est-ce qu'on a menti aux femmes sur la question de l'obligation du dépistage du cancer du sein? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut le faire de manière systématique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et est-ce que là derrière, il n'y a pas des intérêts un peu différents, enfin volontaires ou non, entre le corps médical, les industries, enfin voilà, il y a plein de questions qui se sont posées là autour. Et ce soir, bah, l'idée c'est de revenir là-dessus et de répondre à certaines de ces questions. J'espère qu'on arrivera, que vous aurez des réponses autour de tout ça. Et avant de se lancer véritablement dans le débat, et pour enrichir aussi peut-être votre questionnement, moi j'aimerais que chacun d'entre vous, et c'est les 4 minutes à votre disposition, pour répondre à cette question, est-ce que oui ou non, voilà, est-ce qu'on nous a menti? C'est une question délibérément provocatrice, mais enfin je pense que vous avez le temps d'y répondre. Alors on va commencer par vous, Madame Rittner, hein, honneur aux femmes, après Catherine, après M. Betticher, et puis Jean-François Steyert. Et puis on finira par Bernard. Voilà. Vous êtes puni, vous avez trop parlé avant, Bernard. Madame Rittner. J'aimerais juste rappeler d'abord, il faut parler du cancer du sein, et puis la mammographie est un sujet important parce que le cancer du sein est un problème de santé publique important à cause de sa fréquence. C'est le cancer du sein le plus fréquent chez les femmes. 1/3 des nouveaux cas de cancer féminin chaque année, c'est 220 nouveaux cas de cancer dans le canton de Fribourg chaque année, une femme sur 8 qui sera touchée au cours de sa vie. Donc c'est quand même l'importance de la thématique du cancer qui a rendu la thématique de la mammographie aussi importante. 80% des cancers surviennent après 50 ans, 60% entre 50 et 75 ans, et c'est pour ça que les milieux de la santé accorde une importance particulière à la tranche d'âge des femmes de 50 à 75 ans. C'est simplement une donnée statistique liée à la fréquence de survenue du cancer. Le cancer, c'est la 2e cause de mortalité en Suisse, après les maladies cardiovasculaires, et pour la tranche d'âge des 45-64 ans, c'est la 1re cause. Donc, juste se rappeler, c'est une maladie fréquente, et ça justifie, dans ce sens-là, qu'en termes de santé publique, on s'en occupe. Par rapport à la mammographie, les données scientifiques, épidémiologiques, c'est la spécialité du professeur Betticher, donc je ne vais pas parler à sa place parce qu'il le fera mieux que moi juste après. Ce que les études montrent, et ce n'est pas contesté même par la revue critique qu'a publié le Swiss Medical Board en février de cette année, c'est que le dépistage précoce permet une certaine diminution de la mortalité par cancer du sein. Ça ne permet pas d'éviter toute la mortalité, c'est une certaine diminution. Sur 10 ans, 5 femmes sur 1000 meurent d'un cancer du sein s'il n'y a pas de dépistage, et c'est 4 qui meurent du cancer du sein sur 10 ans s'il y a du dépistage. Donc on sauve une vie pour 1000 femmes dépistées tous les 2 ans pendant 10 ans. Ça, c'est les chiffres qui sont alors contestés par personne.
La question après qui devient intéressante, et c'est ça qui est au cœur de la controverse, c'est est-ce que les vies que le dépistage permet de sauver, est-ce que là, le rapport coût-bénéfice est valable ou pas? 10 ans de programme de dépistage dans le canton de Fribourg, ça permet d'éviter 30 à 40 décès de femmes fribourgeoises. Du point de vue des opposants à la mammographie de dépistage, le coût-bénéfice est défavorable et ça ne vaut pas la peine. Du point de vue de la direction de la santé fribourgeoise et de la Ligue contre le cancer, le rapport coût-bénéfice en vaut la peine et nous on dit qu'il faut proposer. C'est jamais obligatoire, c'est une proposition, on propose le dépistage par mammographie. Ensuite, ce qu'il faut encore dire quand on parle de mammographie et de dépistage, il y a plusieurs formes de dépistage. Il y a le dépistage organisé qui est proposé dans le cadre des programmes, tel qu'on le propose dans le canton de Fribourg aux femmes depuis 2004. Il y a aussi un dépistage dit opportuniste. C'est le dépistage qui se fait en privé, que la femme choisit de faire en dehors de tout programme de santé publique et pour lequel elle demande une ordonnance à son médecin. Il faut savoir qu'en Suisse, d'après l'enquête suisse sur la santé qui a été publiée en 2012 par l'Office fédéral des statistiques, 80% des femmes de plus de 50 ans ont fait au moins une mammographie. Et il y a, vous savez tous qu'il y a de loin, pas dans tous les cantons, des programmes de dépistage. Donc, il y a une couverture, il y a en tout cas l'utilisation par les femmes du dépistage dit opportuniste, sur lequel, par contre, on n'a aucune donnée et aucun résultat. Je vous demande de conclure. Voilà. Et puis... Bon, vous pourrez revenir avec d'autres arguments après, il n'y a pas de souci. Oui, on parlera peut-être certainement plus tard de ce qu'on appelle le surdiagnostic, parce que ça, c'est encore un sujet que je n'ai pas eu le temps de développer en 4 minutes. Mais on va se compléter. Voilà, complètement. Catherine Riva. Oui, alors bon, moi ce que j'aimerais expliquer pour commencer, c'est ce que mon enquête a permis de mettre en évidence. J'ai cherché en fait à savoir qui étaient les personnes qui avaient critiqué avec le plus de virulence le rapport du Swiss Medical Board. J'ai voulu savoir quelle était leur crédibilité et j'ai voulu savoir aussi quels étaient leurs intérêts. Ce que mon enquête a montré, c'est que ces personnes sont actives en fait dans un système qui s'est mis en place autour du dépistage organisé du cancer du sein. Et que ce système, en fait, pour les acteurs qui y sont impliqués, dont faisaient partie notamment les plus virulents critiques du rapport du Swiss Medical Board, ce système, en fait, est pourvoyeur de carrière, il est pourvoyeur de modèles d'affaires, il est pourvoyeur de statut, de fonctions, d'emploi. Donc, grosso modo, enfin non, très clairement, c'est que si les directions de santé décidaient de suivre les recommandations du Swiss Medical Board, c'est-à-dire de stopper tous les programmes existants et de ne pas en lancer de nouveaux, pour ces personnes, en fait, ça représenterait la suppression de tous ces avantages que j'ai évoqués précédemment. On se rend bien compte en fait que tous ces éléments d'un côté n'ont rien à voir avec la santé des femmes. D'un autre côté, ils sont générateurs en fait de conflits d'intérêts, c'est-à-dire que ces personnes ont quelque chose à perdre si les directions de santé décident de suivre les recommandations du SMB. Un autre élément une des conséquences de ces conflits d'intérêts qu'on peut avoir, c'est ce qu'on pourrait appeler diplomatiquement le rapport un peu souple à la science, en fait, que ces spécialistes ont développé et qui est assez problématique quand on pense en fait qu'il s'agit de spécialistes qui sont censés être d'assez gros calibre. Disons, ce que mon enquête montre aussi, c'est que les promoteurs du dépistage ont en fait sciemment maintenu les femmes dans l'ignorance du rapport bénéfice-risque qui en fait est défavorable du dépistage du cancer du sein. C'est ce que montrent les meilleures données disponibles et les analyses les mieux faites. On a un gros problème avec ça, dans la mesure où toutes les constitutions cantonales garantissent en principe aux femmes le droit à l'information et le droit à une décision libre et éclairée. Vous ne pouvez pas prendre une décision libre et éclairée quand on ne vous a pas expliqué de manière compréhensible un rapport bénéfice-risque. Or, jusque même la dernière révision de la brochure faite par la Fédération suisse des programmes de dépistage ne permet pas en fait de véritablement comprendre de quoi il retourne, les risques qu'elle court en fait en se soumettant à une mammographie tous les 2 ans.
Donc on est là par rapport à un problème qui est éthique, qui est légal en fait aussi, et je pense en fait que il faut que les personnes en fait soient informées que les efforts qui ont été faits pour promouvoir le dépistage, on peut se demander s'ils étaient vraiment aussi désintéressés que ce qu'ils étaient présentés. Merci. Docteur Betticher. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Nous avons convié ici ce soir pour discuter sur la mammographie. Et j'aime pas le mot débat. J'aime plutôt le mot donner une information à vous toutes et tous ici présents. Je crois que c'est important que ce soit quand vous sortiez, vous sachiez pourquoi vous allez faire une mammographie, pourquoi vous décidez de ne pas la faire. Je trouve que ça c'est important. Comme l'a dit Mme Rittner jusqu'avant, du point de vue scientifique, il n'est absolument pas à discuter du bénéfice. Mais le bénéfice, il est clairement démontré dans les études randomisées. Alors, je vous explique vite ce que c'est. Vous avez deux groupes de dames en bonne santé qui sont d'accord de participer pour prouver si le dépistage apporte quelque chose, c'est-à-dire faire une mammographie tous les 2 ans, et sont tirés au sort. Groupe A avec mammographie, groupe B sans mammographie. Et on regarde, on suit, et on voit si elles font un cancer du sein, et surtout si elles décèdent du cancer du sein. Ce qui est important, c'est de pouvoir démontrer que faire ce dépistage diminue la mortalité suite au cancer du sein. Et ceci a été fait dans de multiples essais cliniques randomisés, 8 en tout. Certaines ont montré qu'il n'y a pas de différence, la plupart ont montré qu'il y avait une différence, et on peut pouler, mettre ensemble et calculer. Et on voit que il y a une diminution de la mortalité si on fait ce dépistage de 20%. C'est la moyenne. 20%. Mais ça veut dire quoi ça, 20%, puisque les dames meurent aussi d'autres choses? Ça signifie que le risque ou la probabilité de mourir du cancer du sein si on va faire le dépistage diminue de 1,6 pour 1000. Autrement dit, si on calcule au niveau suisse, si toutes les femmes vont faire un dépistage, on a 200 femmes qui meurent en moins du cancer du sein par année. Et comme l'a dit Mme Rittner tout à l'heure, le dépistage en touchant environ 60% des dames ici sur Fribourg, ça correspond à peu près à 3 à 4 dames par année. Et puis le dépistage à 10 ans, ça fait à peu près 40 dames fribourgeoises qui sont ici, qui vivent en bonne santé parce qu'ils ont fait le dépistage. Peut-être il y en a quelques-unes ici ce soir parmi nous. Ce dépistage a aussi ses effets secondaires. Et là, le docteur Dupéret nous dira, bien sûr, le surdiagnostic, c'est certain. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui reçoivent le diagnostic du cancer qui n'a pas été nécessaire de le diagnostiquer. Nous en parlerons aussi. Mais il y a encore un autre avantage qui est souvent oublié. C'est le diagnostiquer le cancer plus tôt. Et là, il y a peu d'études, mais il y a des études qui démontrent que si on diagnostique plus tôt, on donnera moins de thérapie lourde, chimiothérapie, mastectomie, hospitalisation. Ceci a été démontré également. Et laissez-moi peut-être terminer juste avec encore l'expérience personnelle. Je ne suis pas si vieux, mais quand j'étais assistant en oncologie médicale à l'hôpital de Lille à Berne, nous avions des patientes souffrant du cancer, opérées. Et la grande majorité des patientes avaient des ganglions atteints au niveau des aisselles. Beaucoup de ganglions atteints, il fallait les enlever. Et peut-être certaines d'entre vous se rappellent que des patientes souffrant du cancer du sein localement avancé avaient des gros bras. De nos jours, ceci est bien plus rare. Rarement nous voyons encore des patientes avec des ganglions atteints. C'est-à-dire que nous diagnostiquons bien plus tôt le diagnostic. Maintenant. Voilà. D'accord. C'était justement l'expérience que j'avais. Merci. Très bien, merci beaucoup. On donne la parole à Bernard Dupéret. Allô Bernard? Oui, je vous entends. C'est à vous, et après on finira avec Jean-François Steyer. D'abord, je vous remercie parce qu'organiser sur l'utilité ou non du dépistage, un débat, c'est rare en France. Il faut aller souvent à l'étranger pour pouvoir le faire. Donc je commencerai par une étrange remarque en forme de question. Pourquoi le dépistage mammographique présenté maintenant depuis près de 30 ans comme l'arme absolue pour vaincre le premier cancer féminin fait-il toujours objet d'une polémique à propos de son efficacité? Polémique qui ne fait que de s'amplifier malgré tous les moyens consacrés au dépistage. Le cancer du sein, en effet, reste, c'est vrai, comme on l'a dit, au hit parade des tueurs de la femme. À cette question, nous allons tenter d'y répondre.
Selon le modèle théorique qui justifie le dépistage, la taille de l'image au moment du diagnostic conditionne le pronostic. On dit que petit égale précoce égale curable. On postule l'existence d'une phase suffisamment longue pendant laquelle il serait possible de guérir la maladie. Or, cette hypothèse ne correspond pas à la réalité. Le modèle est contredit par les faits. La notion de diagnostic précoce est un mythe. Si petit, il suffit de regarder les expériences cliniques. Petit n'est pas synonyme de précoce. Il y a des lésions qui restent petites pendant 30 ans. Petit ne signifie pas obligatoirement bon pronostic. Il y a des cancers métastasés, on n'est pas capable de trouver la tumeur dans le sein. Il y a de gros cancers palpables, sans traduction radiologique. Volumineux n'exclut pas un diagnostic précoce. Volumineux n'exclut pas un bon pronostic. Deux constatations s'imposent. L'image mammographique n'est pas un bon marqueur du temps, ni un bon marqueur du cancer lui-même. Le cancer létal n'est pas réductible à une image. Deuxièmement, le déroulement de l'histoire naturelle de la maladie n'est pas linéaire dans le temps. C'est ça qui est fondamental. Ce qui conduit à deux questions. À partir de quand est-on malade et qu'est-ce qu'un cancer? Une maladie mortelle qui va finir par tout envahir, ou bien une anomalie cellulaire repérée au microscope à un moment T, sans préjuger de son devenir. Le dépistage apporte bien malgré lui des éléments de réponse, en particulier avec l'explosion de l'incidence qu'il a provoquée. En France, en 25 ans, on a multiplié l'incidence par 2,3 avec une mortalité stable. Donc deux constatations, ou bien c'est une épidémie, ça serait 4 fois l'épidémie sida, ou bien c'est du surdiagnostic lié au dépistage. Également deux conclusions, ou bien on est très bon, parce qu'avec une mortalité stable, on a doublé l'incidence, ou bien on crée un problème de santé publique majeur avec le surdiagnostic. Nous avons aujourd'hui toutes les preuves que cette épidémie apparente est essentiellement en rapport avec le surdiagnostic. Le surdiagnostic, je vous rappelle sa définition, c'est le diagnostic histologique, c'est pas une erreur. C'est une diagnostic histologique d'une maladie qui, si elle était restée inconnue, n'aurait jamais entraîné d'inconvénients pour la vie de la patiente. Le problème, c'est que ce n'est ni identifiable par les soignantes, ni pour la patiente. Pour eux, il n'y a que des diagnostics. Sa réalité est mise en lumière par l'épidémiologie en comparant des populations soumises à une intensité variable de dépistage. Alors les institutionnels nous disent « Mais grâce au dépistage, on va traiter toutes les femmes plus précocement, dont celles qui ont un cancer grave. Le surdiagnostic est un moindre mal. » Problème, c'est que les études récentes confirment l'absence de lien entre l'activité mammographique et la baisse de mortalité. Elle est retrouvée de façon identique, cette baisse de mortalité, dans les populations dépistées et non dépistées. Autre observation fondamentale, et qui est surprenante, les cancers avancés et très avancés, les T3, T4, ne reculent pas avec le dépistage. S'il n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui, et je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que tout le monde est d'accord pour dire que le dépistage baisse la mortalité. S'il n'y a pas de preuves scientifiques pour affirmer donc cette efficacité, les effets délétères sont bien présents. Le surdiagnostic et les surtraitements qui vont avec, l'irradiation intempestive du sein sans contrepartie positive. Je rappelle que le sein, c'est l'organe le plus sensible aux radiations ionisantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne propose pas le dépistage à 40 ans. Bien plus que pour toute autre raison. Anxiété, désinformation, et enfin les protocoles thérapeutiques et de recherche sont aujourd'hui paralysés. Parce qu'en effet, le surdiagnostic, si c'est l'effet le plus pernicieux du dépistage, ce qui est vrai, mais en expliquant les contradictions qu'il y a entre le succès apparent du dépistage et des traitements et l'absence de réduction significative de mortalité en population, le surdiagnostic nous oblige à redéfinir la maladie cancéreuse en allant au-delà de sa seule définition histologique. Le dépistage est un échec, non pas parce qu'il est mal conduit, mais parce que la théorie de l'histoire naturelle de la maladie qui lui sert toujours de base, la théorie alstédienne, est fausse. Est-ce que j'ai encore une minute? Enfin, non? Non, non. Bon, j'arrête. Ouais, merci, c'est gentil. Je vous remercie de respecter les 4 minutes. Jean-François Steyert. Merci Patrick. Je vais prendre 2-3 dimensions de type plutôt politique parce qu'on a eu l'occasion au Parlement fédéral, dans la commission qui est spécialisée dans le domaine de la santé, d'entendre en novembre dernier, en automne dernier, des experts de tous bords, contre, pour, un peu contre, beaucoup contre, un peu pour, fortement pour. C'était assez intéressant parce que
Pour moi, c'est un élément clé pour pouvoir me former une opinion. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, je suis défendeur des patients et ce que je vis au quotidien, et c'est pour ça que j'ai donné cet exemple tout au début, c'est qu'en permanence, on a des nouvelles choses et on ne sait pas très bien si on essaye de nous vendre quelque chose de nouveau parce que c'est commercialement intéressant ou est-ce que c'est quelque chose de bon. Ce qu'on sait a posteriori, c'est qu'il y a des progrès médicaux évidents qui ont été faits. Vous connaissez tous notre espérance de vie aujourd'hui et celle qu'elle était il y a 30 ou 40 ans, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et puis il y a en même temps des choses aussi dont on sait qu'elles n'ont aucun effet mais qu'elles coûtent cher. On a ce débat sur toute une série de choses et on l'a aussi évidemment sur la question du dépistage dans le domaine des mammographies. Je crois que la première chose qu'on doit avoir en tête quand on prend des décisions de ce type-là, c'est le bien de la femme, mais le bien de l'ensemble des femmes dans notre système. Ce qu'on constate, c'est que les autorités fédérales, qui sont ni des vendeuses de mammographie, donc elles n'ont pas d'intérêt particulier d'un côté ou de l'autre, ont décidé après mûres et longues discussions, après quelques va-et-vient, de dire on maintient le soutien financier de la Confédération au programme de dépistage systématique. Sur la question des intérêts, Madame Riva a raison, il y a des intérêts. Le problème, c'est qu'il y a de tous les côtés des intérêts. Il n'y a pratiquement rien, on a un marché de 70 milliards de francs dans le domaine de la santé en Suisse chaque année. Donc quoi que vous fassiez, vous avez toujours quelqu'un qui est financièrement intéressé à ce que les choses se fassent. Il n'y a pratiquement rien de neutre. La neutralité, on doit essayer de la développer avec des instituts comme ils existent dans certains pays, où on met autour d'une table les différents intérêts pour les forcer à se battre, à débattre et à trouver ensuite des solutions communes. C'est quelque chose qui manque actuellement en Suisse. Alors sur la mammographie, moi j'ai eu un débat en Autriche contre le médecin cantonal zurichois qui dit les programmes de screening sont absolument nuls, c'est la catastrophe. Nous on fait rien à Zurich et puis on a tout autant de mammographie. Alors ce qui est juste, c'est qu'ils ont tout autant de mammographie à Zurich, mais elles se font hors programme par des gynécologues indépendants qui en font parfois très peu, qui ont statistiquement plus de faux positifs et plus de faux négatifs et qui coûtent 2 à 3 fois plus cher, qui sont d'ailleurs intégralement remboursés d'une manière un peu discutable par l'assurance maladie obligatoire. Donc ça coûte plus et c'est qualitativement incontestablement moins bon. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez soutenir quelque chose comme ça? Vous admettez que c'est un peu meilleur et surtout vous admettez que les femmes qui ont peu de ressources financières ne pourront pas le faire parce qu'elles n'ont pas l'argent pour faire. Sa réponse a été, devant une cinquantaine d'assistants de haut vol en Autriche, il a répondu, moi je fais de la politique de la santé, je ne fais pas du social, ce n'est pas mon problème. Alors c'est la première dimension à voir, c'est il y a une dimension médicale dans le débat qu'on a et il y a aussi une dimension sociale qu'on ne peut pas complètement ignorer. Est-ce qu'on veut donner accès à certains progrès, si c'en est, à tout le monde, ou est-ce qu'on dit c'est une question de porte-monnaie, celles qui ont les moyens font, d'autres font pas. C'est un débat permanent qu'on a en politique de santé. Et puis des derniers éléments pour rester dans les 4 minutes, on pourra reprendre un peu quelques autres éléments après. On a eu en commission tous les experts qui ont tous dit, y compris ceux qui sont contre à peu près tout ce qui se fait, ils ont admis qu'avec les dépistages, qu'ils soient systématiques comme dans les programmes ou non systématiques comme l'exemple que je vous ai donné dans le canton de Zurich, on a toujours une baisse de la mortalité. Personne n'a contesté. On a un long procès verbal qui dit, encore une fois de la part de tous les 8 experts qui étaient là, pour ou contre, ce n'est pas contesté. Par contre, ce que certains experts disent, c'est qu'il y a plus de risques si on fait que si on ne fait pas. La conclusion politique pour nous, elle est chaque femme doit être libre de faire ou non une mammographie opportuniste, c'est-à-dire un gynécologue, ou à entrer dans un programme de dépistage. On doit l'informer de la manière la plus neutre possible. Et ensuite, c'est un choix libre et individuel de chacune des femmes pour le faire. Sur la brochure qui a été faite, je pense qu'on a eu un certain temps, peut-être parce qu'on avait des guerres de croyances pour ou contre, des informations de part et d'autre qui n'étaient pas complètes. Par contre, sur la dernière brochure qui a été émise pour l'ensemble de la Suisse, à l'intention des femmes concernées et intéressées, le professeur Peter Sutter, qui est le président de l'Académie suisse des sciences médicales, qui est aussi le responsable de la publication du Swiss Medical Board, qui a remis en doute les mammographies, à la fin de la discussion en commission, qui a duré presque 4 heures, il a dit 2 choses. Je vous présente mes excuses, mon rapport n'est pas complet, il est basé sur des faits anciens, tout ça est à lire dans le procès verbal, il est basé sur des faits anciens, mais malheureusement on n'est pas capable d'étudier mieux, il nous faut d'urgence un registre du cancer sur toute la Suisse pour mieux savoir ce qu'on fait. Et B, il a dit aussi en commission, la brochure actuelle, la toute nouvelle, la dernière exemplaire à destination des femmes en Suisse est équilibrée, elle correspond à quelque chose de correct. Voilà peut-être pour quelques faits qui datent des derniers mois. Merci. Donc de nouveau, je me recommande. Si vous avez des questions, vous levez directement la main. Et Charlie vous donnera le micro et on pourrait intervenir. Moi, quand je vous entends,
j'entends, il y a deux constats différents. Le premier, c'est la question du surdiagnostic. Là, docteur Betticher, moi je voulais avoir votre avis là-dessus. Quand vous entendez votre confrère, qu'est-ce que vous avez déjà un petit peu répondu à sa question tout à l'heure, mais en même temps, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Parce que ça pose quand même une sacrée question, je veux dire, sur le fond, et c'est ce que montre aussi l'enquête de Catherine Riva. On en ferait beaucoup. Peut-être qu'on pourrait faire autrement aussi. En même temps. Alors, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est le problème, c'est le surdiagnostic. C'est que pour sauver une dame, on a 4 surdiagnostics. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait, c'est pas des faux diagnostics, comme l'a dit M. Dupéret, c'est le diagnostic d'un cancer qui est peu méchant, telle manière qu'il ne va pas conduire au décès. Donc, il vaut mieux pas connaître le diagnostic. Donc, ça donne un stress psychologique, etc. On fait tout le tour. Mais on ne sait pas quelle dame aura ce diagnostic. Et c'est là le problème. Et c'est pour cette raison, et là je donne une réponse claire, on sait que ça diminue la mortalité, on sait que c'est efficace, donc si on se décide de le faire, il faut le faire dans un système organisé. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir apprendre en même temps pour savoir lesquelles sont ces tumeurs qui ne bougent pas, qui ne vont pas être méchants. Actuellement, par exemple, maintenant on fait des profils génétiques. On fait des profils génétiques pour connaître les cancers les plus agressifs, qui ont besoin de chimiothérapie. Par contre, je peux aussi dire que les tumeurs surdiagnostiquées, peu méchants, mais quand même cancer, ne recevront pas de chimiothérapie. Ces petites tumeurs, mais c'est ceux-ci qui, dans le profil génétique, seraient des bonnes tumeurs, gentilles, et puis qui nous permettraient justement après de savoir, ceux-ci, on pourrait tout simplement les observer. Mais ceux-ci, uniquement actuellement, dans le cadre de protocole, c'est-à-dire qu'il faut faire un dépistage organisé. Catherine ? Bon, d'abord, moi, j'aimerais préciser, je pense que Bernard Dupéret pourra le redire aussi après, c'est que la question de l'efficacité du dépistage organisé avec un impact sur la réduction de la mortalité, j'aimerais rappeler qu'en fait, elle n'est pas aussi évidente en fait que nos contradicteurs essayent de la présenter. Ensuite, quand ils disent que pour une vie sauvée, on a 4 surdiagnostics, ce sont des taux qui sont contestés par des méta-analyses bien faites de la collaboration Cochrane, qui eux donnent 10 surdiagnostics pour une vie sauvée. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que la question en fait de savoir en fait, oui, on a des marqueurs génétiques qui nous permettent en fait de dire en fait si le cancer est méchant ou pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose en fait qui reste encore un vœu pieux. Je crois que Bernard Dupéret pourra en parler aussi. Ce que je trouve en fait en l'occurrence un peu gênant là-dedans, c'est que on ne dit pas où est le vrai problème, c'est que selon les meilleures données disponibles, en fait, le dépistage fait probablement plus de mal que de bien. Et on est toujours en fait dans ce storytelling en fait qui est de dire que voilà, on peut toujours présenter un exemple d'une femme qui dit qu'elle a été sauvée par le dépistage. Il se peut très bien aussi que ce soit une femme à qui on a fait une chirurgie du sein, qui a subi des rayons, qui a subi une chimiothérapie, alors qu'en fait elle n'en aurait pas eu besoin. Ce sont des exemples dont il faudrait parler également. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que si tout ça se maintient, c'est pas parce qu'on a vraiment la preuve que ça marche. En Suisse, les promoteurs du dépistage ont affirmé pendant des années qu'on avait la preuve que dans les programmes qui étaient dotés dans les cantons qui étaient dotés d'un programme, on observait une diminution de la mortalité qu'on n'observait pas dans les cantons qui n'avaient pas de programme. Cette information, elle est fausse. Les auteurs de l'étude qui étaient systématiquement cités pour dire voilà, on a la preuve, on a les données, on a une étude qui le montre, ont réinsisté en 2012. Ils regrettaient le fait que leur étude ait été dévoyée pour promouvoir le dépistage. Donc le mythe du mammograbone qu'on a toujours entendu en fait en Suisse, il repose en fait sur des données qui sont fausses. Et ça fait plus de 10 ans que dans certains cantons, on a des programmes de dépistage. On n'observe toujours pas de baisse de la mortalité. C'est quelque chose qui m'a été encore confirmé au mois de juin par Jean-Luc Billard, qui est chargé de l'évaluation du programme vaudois. Donc là aussi, on a toujours, les promoteurs du dépistage n'ont toujours pas fourni la preuve en Suisse que ça fonctionnait. Donc Jean-François Steyert, finalement, vous pourrez répondre à ce que dit Catherine Riva.
on se donne bonne conscience, les politiques se donnent bonne conscience en assurant, en appuyant le dépistage systématique, ou réellement vous avez des arguments pour contrer ce que dit Catherine? Bon, d'abord, on parle toujours d'intérêt. J'ai zéro intérêt financier d'une part ou d'une autre, donc j'essaie en tant que représentant de patients de me faire une opinion la plus neutre possible. C'est pas facile parce que j'entends des experts qui me disent ce que dit Madame Riva, j'entends des experts qui disent exactement le contraire. Les deux sont relativement fiables. J'ai des études, je suis membre depuis une quinzaine d'années de la collaboration Cochrane au niveau international. Je suis donc relativement, c'est une excellente institution. Là aussi, on a des études qui vont dans les deux sens. Et après, je suis bien obligé de faire des choix, et le politique est bien obligé de faire des choix avec certains doutes résiduels. C'est une des raisons pour lesquelles je serai toujours opposé à toute obligation. Par contre, il y a décemment des femmes en Suisse qui estiment, sur la base d'un certain nombre de constats scientifiques, qu'elles veulent participer à un programme de dépistage, qu'elles veulent courir les risques, et je pense qu'elles doivent être conscientes des risques qu'elles courent, il faut les montrer, et les femmes qui veulent le faire dans ce contexte-là doivent être libres de le faire. Il faut aussi voir qu'on oppose dépistage à rien du tout. Or, ce qui se passe en Suisse, dans tous les cantons, 60 à 80% des femmes font des mammographies. Il y a des cantons où elles les font dans le cadre d'un programme, des cantons où elles le font hors programme. Dans le canton de Bâle-Ville, on a environ 17 000 femmes chaque année qui font des dépistages. C'est plus en pourcent de la population que ce qui se fait à Fribourg dans le cadre du programme de dépistage. Mais elles le font de manière indépendante, chacune chez son gynéco, sans contrôle, avec un contrôle de qualité qui est largement moins bon. J'aimerais citer juste une personne, c'est le professeur Dominique Guettier qui a été cité par les critiques, qui est d'ailleurs venu comme expert critique face aux mammographies dans notre sous-commission, et qui a dit « J'ai voté néanmoins en faveur du dépistage systématique parce qu'il prévoit la double lecture, une assurance qualité, et donc parce que le nombre de diagnostics faux positifs et faux négatifs diminuera. » Ça, c'est le professeur Dominique Guettier qui est plutôt critique, qui était longtemps opposé d'ailleurs au financement systématique des programmes de dépistage, qui est un praticien qui a fait un certain nombre d'analyses. Encore une fois, je ne suis pas l'expert, je ne peux pas me substituer aux experts, mais je dois faire confiance à la somme des expertises qui sont là. Ce qu'on constate quand même, c'est que dans les cantons où autant de femmes qu'à Fribourg, ou autant de femmes que dans les cantons avec programme, les femmes vont chez des gynécologues sans programme, elles le font sans assurance qualité. Et on a vu aussi dans notre programme cantonal des médecins qui font très peu de mammographie, ont plus de faux positifs et ont plus de faux négatifs. Donc les critères de qualité sont essentiels. Le bilan de la sous-commission, tous experts confondus, qu'ils soient critiques ou non, a été de dire l'essentiel pour nous en Suisse, c'est d'améliorer la qualité tant des mammographies dans le cadre des programmes de dépistage. On a actuellement tout un programme d'amélioration qui va par les masses critiques, par le type de machine, par un certain nombre de mesures à prendre, mais aussi et surtout améliorer la qualité des mammographies qui se font hors programme de dépistage, dont aujourd'hui les experts nous disent tous. Moi, je suis obligé de croire, si j'ai des experts pour et des experts contre, mais qui sont d'accord sur certains points, qu'ils n'ont probablement pas tout tort. Mais disons que les remarques de Catherine Riva sont assez critiques par rapport à ça, donc plus de mal que de bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Rittner? Et puis après, on donnera la parole à Madame, excusez-moi. Alors, je suis absolument pas d'accord avec les conclusions de Madame Riva de dire que la mammographie fait plus de mal que de bien. J'aimerais revenir à ces petites tumeurs, des tumeurs précoces ou de petite taille qu'on trouve au dépistage, donc les tumeurs de stade 1. Mais est-ce que c'est un débat quand même chez vous? Parce qu'avant de partir dans les problématiques techniques, le plus de mal que de bien. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment dans un débat toujours... C'est à ça que j'aimerais répondre. Ouais. Ce que tous les professeurs disent, et ce que Madame Riva dit aussi, c'est que c'est impossible de prévoir, de savoir à l'avance la tumeur, si elle sera inoffensive ou pas. Et les femmes ne sont pas des statistiques. Si on me trouve une petite tumeur, personne ne peut me dire aujourd'hui comment elle va se développer. Bien sûr que demain, je peux me tuer dans un accident de voiture, et puis je fais partie du surdiagnostic. On m'a aujourd'hui trouvé un cancer du sein, demain, pas de chance, je me tue dans un accident de voiture, donc ma tumeur a été opérée pour des prunes. Mais c'est quand même une tumeur. Et si on demande aux femmes, aucune femme, la femme préfère être opérée de sa petite tumeur que de prendre le risque de savoir qu'elle peut évoluer. Peut-être qu'elle évoluera lentement, mais elle peut aussi évoluer sur une année ou sur 2 ans. Et ça, personne aujourd'hui peut lui dire. Et c'est quand même, ça fait juste une différence entre la statistique et la réalité individuelle. Et puis, les bénéfices en qualité de vie, et ça, l'observation clinique. Une femme qui est opérée d'une tumeur en stade 1 ou en stade 2, elle va
avoir une chirurgie conservatrice, elle va garder ses seins. Dans la majorité des cas, et ça on a les données chez nous, rejet des tumeurs, elle n'aura pas l'ablation des ganglions, donc elle a une qualité de vie qui va lui rester, qui est juste bien meilleure. Mais bien sûr que si on opère un petit cancer, entre-temps on pourrait faire un infarctus et mourir d'autre chose. Peut-être une réponse de Catherine, et après on passe à la salle. Rapidement. Alors, je trouve il y a une certaine malhonnêteté, je trouve, en fait, de dire que soit la femme est diagnostiquée et puis elle devient surdiagnostique parce qu'elle s'est tuée le lendemain en accident de voiture. Elle peut aussi, alors c'est vrai qu'elle a une meilleure qualité de vie, peut-être si elle n'est qu'opérée et qu'elle ne subit pas de chimiothérapie. Mais si elle n'est pas diagnostiquée, sa qualité de vie est encore meilleure. Donc, je pense aussi que ça, c'est un argument en fait qui est, moi, qui me paraît quand même fallacieux. Je trouve aussi que ce qui est passé sous silence là, c'est que vous n'observez pas, même si vous améliorez la qualité de vie des femmes qui ont des petits cancers avec vous n'enlevez plus tout le sein, mais vous enlevez seulement la tumeur. Vous avez quand même en fait le problème que les cancers avancés, eux, leur incidence n'a pas bougé. Et ça reste en fait aussi un problème, c'est-à-dire des femmes qui continuent de subir des traitements lourds, avec ou sans dépistage, on continue d'en avoir. Et là, on a l'impression en fait qu'on continue à déployer beaucoup d'énergie à détecter un maximum de cancers précoces. Donc leur incidence, comme l'expliquait Bernard Dupérez, s'est envolée. C'est dans les cantons en Suisse où on a des programmes de dépistage en fait que l'incidence du cancer du sein est la plus haute. Et d'un autre côté, en fait, c'est que toute l'énergie est absorbée dans l'idée mettons en place les programmes, multiplions les lectures, améliorons encore davantage la question de l'imagerie, au lieu de se dire peut-être que la prémisse qui sous-tend le dépistage, à savoir plus on détecte tôt un cancer, plus on a de chances de le guérir, peut-être qu'en fait dans le cas du cancer du sein, elle est fausse. Et ça, c'est une question médicale centrale. Et c'est peut-être un des gros dégâts qu'a fait le dépistage du cancer du sein, c'est qu'en fait, il a gelé ce débat pendant une trentaine d'années. Parce qu'en fait, il a complètement braqué l'énergie, les moyens sur la promotion, sur la mise en place de programmes de ce genre. Et si les femmes font maintenant vont faire ce que les promoteurs appellent le dépistage sauvage, c'est-à-dire spontané, c'est parce qu'en fait aussi, elles subissent aussi depuis 30 ans un message qu'on leur martèle systématiquement. À partir de 50 ans, il est recommandé de faire une mammographie. Elles y vont et elles pèsent contre les autorités de leur canton si elles sont dans un canton en fait dans lequel la mammographie n'est pas prise en place, n'est pas prise en charge. Merci Catherine. On va passer à la question de Madame. Alors, d'abord, je vous remercie de nous inviter et de pouvoir prendre la parole. Vous pouvez vous présenter rapidement? Danielle Riado, je suis praticienne en massage shiatsu. Et voilà, je suis une femme, je suis PAC de sein. Et là, je suis dans une situation très peu confortable parce que je rencontre que des personnes qui ont des visions contradictoires. Ouais. Alors moi, j'ai envie de dire qu'on est des femmes, qu'on a un cœur, qu'on a une tête et qu'on a une possibilité de savoir ce qu'on veut, comment on le veut, à quel moment, et qu'on ne soit pas prise par la peur. Parce que quand on entend ça, la peur est présente. Je suis désolée. Je suis sûre qu'en chacune de nous, il y a une inquiétude. Et cette inquiétude, elle est mauvaise pour notre système immunitaire et pour notre mental et notre vie en général. Donc, moi, je vous invite vraiment, je nous invite tous à prendre sur nous la décision, parce que toutes ces personnes de bonne volonté qui font des recherches, qui font des tas on entend des chiffres, on entend des pour, on entend des contre, on entend de tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut choisir là? On peut choisir que ce que notre cœur nous dit, et pour ça, il faut qu'on revienne à l'intérieur. Toutes les situations qui viennent de l'extérieur ne nous permettent pas de faire un choix qui est le nôtre. Donc moi, j'ai envie de dire, posons-nous la question, devenons des femmes qui se mobilisent et qui décident de notre vie et de nos seins, et pas que de ça, parce que Madame Riva, qui a écrit le livre avec le médecin genevois, Une piqûre de trop, concerne des filles d'une douzaine d'années. Osez parler aux filles de 12 ans
d'un éventuel cancer du col de l'utérus, je trouve ça dramatique. À 12 ans, une jeune fille a besoin de penser à autre chose. Elle est en train de se former, de devenir une femme. Moi, ça me touche beaucoup et ça me fait... J'en suis triste. Et je suis contente de ne pas avoir une fille de 12 ans à accompagner, parce que vraiment, c'est une situation extrêmement difficile. Madame, vous avez une question? On n'a rien d'autre à faire que de prendre son pouvoir en main. Est-ce que vous avez une question pour quelqu'un ou c'est juste une remarque? Vous avez une question? Moi, j'ai une remarque personnelle. Mais vous posez quand même une bonne question. Moi, au-delà de tout ça, hein, quand je lis également et quand j'écoute c'est quoi le mois d'octobre, hein, Octobre Rose, c'est ça? Il y a effectivement comme une ambiance un peu de crainte, de peur, en même temps, tout en étant assez festif. Hein. J'ai vu qu'il y avait des marathons roses, il y a plein de manifestations autour de tout ça, mais c'est vrai qu'on joue un peu sur la peur. Enfin, est-ce que c'est un peu c'est quand même un peu le discours, indirect ou direct, c'est ce que vous voulez faire passer comme message aux femmes ou en termes de campagne, je ne sais pas, Docteur Betticher. Alors non, merci beaucoup pour la parole. Non, pas du tout. C'est l'impression extérieure. Donner des informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir donner une assurance, justement, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur du cancer. Le cancer fait toujours peur. C'est pour ça que vous dites... ça fait peur quand on entend parler du cancer. Oui, ça fait peur, mais c'est faux. Justement, il faut, quand on a l'information suffisante, ceci permet justement de faire face, et puis après d'assumer et ne plus avoir peur. Et c'est ça le but. Donc vous, le dépistage, ça permet de ne plus avoir peur, oui, bien sûr, une assurance, justement, aussi. Et puis, peu. Mais chacun peut décider soi-même, parce que comme on explique, c'est pas si simple. Chaque médicament a aussi ses effets secondaires. Chaque dépistage a ses effets secondaires aussi. Mais il faut être sûr que le dépistage soit efficace. Essaye. Bernard, vous nous entendez toujours? Oui. Voilà. Je trouve qu'il sera intéressant au niveau du débat, parce que là, chacun donne des généralités, se retranche derrière des experts, mais il y a des choses quand même sur lesquelles que tout le monde peut s'accorder parce que elles sont constatées. Actuellement, il est constaté que dans les groupes de femmes dépistées ou non dépistées, la mortalité est la même en population. Ça veut dire que se faire dépister ou pas dépister, à terme, il y a le même résultat dans les populations féminines. C'est une première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne les études randomisées auxquelles on revient toujours, la Cochrane, précisément, on lui reproche une partialité parce qu'elle retient certaines expériences randomisées et pas d'autres. C'est pas parce qu'elles ont des résultats différents, c'est pas sur la base de leurs résultats, c'est sur la base de leur qualité. Tout le monde se réfère à l'expérience des deux comtés de M. Tabar. D'accord, très bien. Mais quand même, je voudrais bien qu'on m'explique, alors, ou bien le travail de M. Xal qui montre que les registres qu'on nous présente dans le travail de M. Tabar ne sont pas compatibles avec le fichier national suédois, ou bien il faut me montrer aussi que dans les articles qui ont été publiés par Nyström et Tabar sur les mêmes populations, ils n'arrivent même pas dans les deux comtés à être d'accord sur les chiffres qu'ils présentent. Il faudra m'expliquer aussi que... Bernard, vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est que cette étude des deux comtés pour tout le monde? C'est simple, il y a eu une publication par Nyström pour le comté d'Östergötland où il montre que le risque relatif est 1, donc on n'a pas de bénéfice, et M. Tabar, avec les mêmes populations, il arrive à un risque relatif dans sa publication. Attendez, il faudrait que je retrouve ça. Peut-être Catherine Riva peut nous expliquer rapidement, s'il vous plaît. Expliquer ce que c'était cette étude des deux comtés. Donc, M. Betticher a expliqué tout à l'heure qu'on a fait des essais randomisés pour évaluer l'efficacité de la mammographie de dépistage. Donc, une des études qui a le plus marqué l'histoire et qui a été vraiment donné le coup d'envoi du dépistage de beaucoup de programmes, en fait, c'est l'étude qu'a menée le radiologue hongrois Laszlo Tabar. Et Laszlo Tabar a travaillé, en fait, dans deux comtés suédois qui étaient le comté de Kopparberg et celui d'Östergötland. Et il arrivait, en fait, pour la tranche des 50-65 ans, sauf erreur, à une réduction de la mortalité de 25% chez les femmes qui étaient dépistées. Ensuite, il y a eu... comment dire, on a des éléments de doute par rapport à cette étude, et je crois que c'est ça que Bernard Dupéret voulait expliquer. Voilà. Tout à fait. C'est d'ailleurs pas que je doute. Juste dire que...
Juste une réponse du docteur Betticher. C'est pas une réponse, c'est juste dire, on ne veut pas commencer... un élément quand même. Mais Bernard, juste, on laisse docteur Betticher répondre. On ne veut pas se baser sur une étude. Moi, je trouve une étude, je ne peux pas la croire. Vous savez, une étude peut être fausse, il y a des biais, il y a des torsions, c'est différentes cultures, c'est toujours très difficile. Il faut pouler les différentes études. Et alors, un comité indépendant en Angleterre a été nommé pour savoir si en Angleterre il fallait faire du dépistage. Et plusieurs médecins, biostatisticiens sont mis ensemble sans conflit d'intérêt du tout, ceci a été vérifié, et ont décidé que c'était justement efficace. Voilà. Catherine Eva n'a pas l'air d'accord avec vous. C'est efficace. Bernard, vous vouliez dire encore quelque chose? Je voulais simplement dire encore pour l'expérience de Tabar qu'ils ont exclu dans le groupe dépisté les femmes chez lesquelles on diagnostiquait déjà un cancer du sein. Ce qui fait qu'au départ, il y avait un biais considérable. Alors moi, je veux bien que les experts soient indépendants, mais quand même, ça c'est un fait. Le deuxième fait sur lequel les experts s'appuient pour revendiquer l'intérêt du dépistage, c'est aussi la HIP à New York. 80% des tumeurs étaient palpables et les mammographies illisibles. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Enfin, les seules expériences sur lesquelles aussi tout le monde est d'accord pour dire qu'elles sont les moins biaisées, c'est les études canadiennes, et elles ne montrent aucune différence à 7 ans et à 25 ans entre le groupe dépisté et le groupe non dépisté. Ça, c'est pour les études randomisées. Il est quand même curieux aussi que maintenant, dans les études en population qui commencent à sortir maintenant, on ne trouve aucun lien non plus entre l'activité mammographique et les résultats sur la mortalité. Autre chose, le travail norvégien avec un... On va juste s'arrêter là, s'il vous plaît. Donc, pour résumer votre pensée, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Eh bien, on ne peut pas prouver aujourd'hui scientifiquement qu'il y a... Il n'y a aucune preuve scientifique pour dire que l'efficacité du dépistage sur la mortalité est prouvée. D'accord, merci. Donc, on est dans la leçon du mieux vaut prévenir que guérir. Enfin, on fait des dépistages un petit peu dans... Enfin, c'est un débat qui est quand même intéressant. Et moi, j'ai l'impression que on en a beaucoup parlé déjà et on revient toujours là-dessus, quoi. Est-ce qu'au niveau politique, Jean-François Steyert... Mieux vaut prévenir que guérir. Souvent oui, parfois non. il y a peu de choses absolues en santé. Ça vaut aussi pour les mammographies. Mais peut-être 3 choses. Madame a parlé de la peur. Vous avez raison sur le principe. Dans un service aux patients, on a 10 centres en Suisse qui sont liés à rien du tout. On donne des conseils d'assurance, des conseils sur l'ensemble du système de santé. On a des tiers qui sont à côté. La seule chose qu'on essaie de faire, c'est de donner les conseils les plus différenciés possibles aux personnes qui doivent ensuite faire des choix de manière neutre. Ce qu'on constate, c'est qu'on vit dans une société qui est pas neutre. On a des émissions de télévision qui vous vantent les mérites de tout ce que vous voulez. On a des gens qui arrivent, j'ai vu hier soir l'émission Intel qui préconise le médicament Intel contre je ne sais quoi, qui sont des fois des émissions payées par l'industrie pharmaceutique. Après, c'est évidemment tout à fait neutre. Notre problème, c'est comment trouver des moyens de la preuve suffisamment solides pour essayer de contrer ces positions. Je reviens après peut-être tout à la fin. On peut aussi, outre la discussion sur la mammographie, réfléchir comment, tant pour la mammographie que pour beaucoup d'autres choses, trouver en Suisse des systèmes où on a des gens de confiance qui sont liés à rien. Parce qu'on parle d'industrie pharmaceutique, mais on a aussi les assureurs. Moi, j'ai des problèmes dans l'autre sens. C'est des choses où on sait qu'il y a un progrès médical et où l'assureur vient dire à un patient non, on ne paye pas. Même patient est chez un autre assureur, il paye parce que c'est des questions aléatoires. On vous dit on paye, mais vous prenez une complémentaire ou des choses comme ça. Donc l'assureur a tendance à dire je ne paye pas même si c'est bon. Et puis de l'autre côté, il faut faire payer même si c'est pas bon. Et puis nous, on doit essayer de s'orienter là entre deux en essayant de... Et puis pour moi, c'est vraiment un objectif central des réformes de la santé de ces prochaines années, c'est de créer des lieux neutres auxquels on peut un petit peu faire confiance. Encore une fois, l'expert neutre en tant que tel, il ne va pas exister. Mais c'est la somme de différents experts. Sur le cas ici, moi j'ai eu 8 personnes. Oui, mais je coupe juste là. Si je vous comprends bien, parce que je trouve intéressant ce que vous dites là, finalement, la réflexion est toujours en route. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on vous prouve que le dépistage du cancer du sein systématique n'est pas nécessaire, on y réfléchira autrement. Mais il y a toujours des choses qui sont juste un jour et qui le seront peut-être plus un autre, peut-être parce qu'il y a d'autres méthodes. On a eu 3 cas dans le domaine du dépistage, dans le domaine du cancer, sur lesquels on a des discussions politiques. Un, c'est le PSA, on n'en parle pas ce soir, qui concerne les hommes. Sur le PSA, on a eu des expertises, on a également entendu... Ça concerne le cancer de la prostate, c'est un indicateur qui montre le cancer de la prostate. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on ferait une autre soirée. Mais on a les conclusions qui ont été tirées là, c'est que les avantages d'un dépistage
systématiques par le test du PSA non ciblés sur certains groupes à risque sont plus petits que les inconvénients. Et donc, on a décidé de ne pas faire de dépistage systématique et pas mettre de ressources publiques dans ce domaine-là. Même chose pour le col de l'utérus qui a été évoqué par la dame. Les experts que j'ai entendus de part et d'autre, j'ai eu une longue réflexion à faire parce que ce n'était pas évident au début, m'ont convaincu que l'efficacité était moins bonne que les inconvénients. En Suisse, j'ai discuté avec des épidémiologues qui travaillent sur l'Afrique, qui me disent en Afrique, ce sera exactement le contraire, parce qu'on a des situations qui sont différentes. Longue discussion avec le professeur Cavalli, qui était le président de la Fédération internationale d'oncologie, qui m'a dit, écoute, en Suisse, je ne ferai jamais ça, parce que c'est complètement disproportionné, tu fais courir plus de risques, tu crées des peurs pour rien. Par contre, tu as des pays en Afrique où le risque est gigantesque, et c'est scandaleux de ne pas le faire. Et c'est cette différenciation qui nous manque des fois dans les débats. Justement, en parlant des experts dont vous parliez, enfin dont tu parlais, Jean-François, pardon, là, Catherine Riva a quand même mis en évidence certains conflits d'intérêts. Est-ce que tu peux nous en reparler rapidement, Catherine, et après, Madame Ritter? Oui, alors les conflits d'intérêts sont de plusieurs ordres, en fait, dans le cadre du dépistage systématique du cancer du sein en Suisse. On a d'abord d'un côté, en fait, les personnes qui sont chargées de décider qui seront les radiologues agréés. Il arrive en fait que ces personnes soient elles-mêmes exploitantes d'un cabinet de radiologie et se mettent elles-mêmes sur la liste des radiologues agréés. On a aussi un problème, c'est que des institutions chargées de promouvoir le dépistage sont aussi les mêmes institutions qui évaluent le programme. On ne peut pas être en même temps promoteur et évaluateur objectif d'un programme. On a enfin encore d'autres problèmes, c'est qu'on a des experts qui agissent à la fois en promoteurs du dépistage, mais qui sont également impliqués dans la recherche clinique pour les chimiothérapies, pour le traitement du cancer du sein, qui eux-mêmes en fait ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique à cause des essais qu'ils mènent, mais également parce qu'ils détiennent par exemple des actions, ou bien parce qu'ils participent à des actions donc, de ces fabricants de chimiothérapie. Donc, on a quand même en fait des intrications, et contrairement à ce qui a été affirmé, par exemple, suite à la publication du rapport du Swiss Medical Board, c'est un problème, c'est en fait un système qui n'est pas du tout transparent. Honnêtement, moi j'ai cherché en fait à savoir en quoi résidait vraiment cette assurance qualité avec le programme, et je crois qu'on joue un peu sur les mots. Je crois qu'en fait pour beaucoup de personnes, quand on dit un programme, il y a une assurance qualité. Quand on vous dit un centre du sein certifié qualité, l'attente de la femme, c'est qu'en fait si elle suit cette filière, en cas de mauvaise nouvelle, ses chances de survie sont meilleures si elle suit cette filière que si elle en suit une autre. Là non plus, on n'a pas de preuve en fait que c'est le cas. Et je pense que la question des conflits d'intérêts, elle est complètement passée sous silence. Je crois qu'on oublie aussi de dire que là, le problème va au-delà des structures mêmes du dépistage. Il faut rappeler que le marché du cancer du sein, c'est 20 milliards de dollars au niveau mondial, donc pour le diagnostic et pour le traitement des chimiothérapies. Et je crois qu'il y a aussi un aspect qui n'a pas du tout été évoqué par les personnes qui sont là, c'est que le réservoir en fait, de cancer dormant chez les femmes, il est énorme. Il y a eu une étude en Norvège qui était extrêmement intéressante qui a été faite, c'était sur des autopsies de femmes qui étaient décédées d'accidents de la route. Chez les femmes entre 40 et 50 ans, on a trouvé chez plus de 30% des femmes en fait, des anomalies qui, en fait, auraient été, si elles avaient été perçues par une mammographie, auraient été étiquetées cancer à la biopsie. Donc, et en principe, l'incidence de la maladie, la prévalence de la maladie dans cette tranche d'âge, elle est de 1%. Donc ça veut dire en fait que le réservoir de cancer dormant, de cancer qui, une fois de plus, ne mettent pas la vie de ces femmes en danger parce qu'elles n'en meurent pas, parce que c'est quelque chose dont, par exemple, Bernard Dupéret pourra parler aussi. Il y a des cancers en fait qui régressent, il y a des cancers dont on ne peut pas prévoir l'évolution. Donc tout cet aspect-là, en fait, aussi n'est pas évoqué. Et la question des conflits d'intérêts empêche les conflits d'intérêts qui existent, parce que tout le monde a intérêt à ce que le système se maintienne tel qu'il est. La question empêche en fait d'aborder sereinement toutes ces questions. Madame Rittner, après Jean-François Steyer, justement cette question des conflits d'intérêts que je trouve assez centrale dans cette question, ce manque de transparence finalement, c'est un peu le résultat de l'enquête de... Alors moi je ne vais pas parler pour les absents, mais je pense que dans la majorité des programmes, dans le programme fribourgeois, les choses sont transparentes, les acteurs sont connus, c'est la direction de la santé qui a accrédité les instituts, c'est pas les instituts qui se sont accrédités eux-mêmes, on a... des contrôles de qualité rigoureux. Il y a des médecins qui ont participé au programme qui ont
qu'on n'a pas retenu après un certain temps parce qu'ils n'atteignaient pas les performances attendues. Enfin, j'entends, c'est des choses qui sont tout à fait claires. Le programme de dépistage du cancer du sein dans le canton de Fribourg, il est administré par la Ligue contre le cancer. Les données sont transparentes, toutes nos données sont sur nos sites. Dans le même temps, ce qu'a montré l'enquête de Catherine Riva, et permettez-moi d'insister là-dessus, c'était notamment dans le canton de Vaud, c'est qu'il y a des juges et parties, c'est-à-dire que des gens qui devaient contrôler l'efficacité du programme étaient les mêmes qui profitaient du programme. Donc il y a quand même un problème. Enfin, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais enfin, ça me semble un peu bizarre en tant que citoyen, quoi, de l'extérieur. Je vous pose la question. Par rapport au canton de Vaud, où il y a eu les liens entre l'Institut de médecine sociale et préventive et puis le programme de dépistage du canton de Vaud, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, pour moi, on ne va pas venir dans les détails du canton de Vaud. Moi, je n'aime pas parler des absents qui ne sont pas là ce soir. Mais après, à un moment donné, quand on est dans un réseau de prise en charge, quand un chercheur dans le domaine de la santé a un domaine d'intérêt, qu'il publie dans ce domaine d'intérêt, qu'il affiche son CV, qu'il dit exactement, comme disait Jean-François au départ, pour qui il travaille. J'entends, il n'a pas d'intérêt financier. C'est des choses qui doivent être transparentes, je suis d'accord, mais à un moment donné, vous êtes journaliste, vous êtes aussi dans un réseau d'intérêt, dans un réseau d'échanges entre professionnels. Dans le domaine de la santé, les médecins, ils sont en Suisse, on n'en a pas assez. S'ils ne travaillent pas dans la mammographie aujourd'hui, ils travailleront dans un autre domaine. Hein, j'entends personne... Mais, enfin... De nouveau, je suis pas un grand spécialiste, hein, moi je suis un peu, mais dans le même temps, quand je vois, et Jean-François pourra nous en parler, le manque de transparence de certaines assurances maladie, ça se revoit aussi dans le système de santé, et en l'occurrence, c'est ce qu'a dit Catherine dans son enquête, mais peut-être qu'on peut donner la parole de nouveau à Catherine Riva sur, rapidement à peu près, Dr Betty Scher, et Jean-François après, parce qu'il a dit quelque chose à dire. Oui, je crois qu'aussi, il faut être clair aussi par rapport à des acteurs qui se présentent souvent comme très désintéressés, comme la Ligue suisse contre le cancer. Alors récemment, la Ligue suisse contre le cancer a déclaré, par exemple, qu'elle ne prenait pas d'argent de l'industrie pharmaceutique pour des raisons de crédibilité. Je vais juste dire que c'est quelque chose d'assez récent, parce que quand elle avait été sollicitée la première fois par l'hebdomadaire alémanique Beobachter, la Ligue suisse contre le cancer avait admis qu'elle recevait près de 600 000 francs annuellement de l'industrie pharmaceutique. Et elle avait indiqué qu'il s'agissait de 2% de son budget, donc ça veut dire que le budget de la Ligue suisse contre le cancer, c'est 30 millions de francs par année. Donc on est là par rapport à un poids lourd, par rapport à un groupe de pression qui est extrêmement efficace, c'est quelque chose que j'ai montré dans le lobbying qui a été fait par ces acteurs-là au Palais fédéral, lorsque la question de savoir si la mammographie de dépistage dans le cadre des programmes continuerait d'être remboursée par l'assurance de base ou pas. La Ligue fribourgeoise contre le cancer prend aussi de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Là, j'ai des chiffres simplement de la firme Amgen, qui est un fabricant d'anticancéreux. Donc jusqu'en 2011, par exemple en 2010, vous avez reçu, la Ligue fribourgeoise contre le cancer a reçu 5 000 francs par exemple d'Amgen. Il y a eu d'autres, on parle d'une ligue qui est cantonale en fait, qui n'œuvre pas pour l'organisation d'un symposium. Donc c'est des proximités qui sont problématiques parce qu'on ne peut pas dire que les intérêts de l'industrie pharmaceutique et les intérêts des patients se recouvrent et sont les mêmes. Ça, c'est un mythe, en fait, qui est propagé, mais qui n'est pas non plus vérifié dans les faits. Qu'est-ce que vous avez à répondre, simplement? Je vais juste dire, peut-être moi, personnellement, parce que je suis touché. Comme vous me dites, je suis médecin, je travaille à l'hôpital, je vois des patientes, vous me dites que j'ai des conflits d'intérêts. J'ai un conflit d'intérêts, oui, ce soir ici. Je vois des patientes qui ont refusé de faire tout contrôle, malgré qu'elles sentent un nodule dans le sein, et ça pousse, ça infiltre la peau, elles viennent, elles ont des métastases à distance, elles ne sont plus curables. C'est-à-dire qu'elles n'en peuvent plus guérir du tout. Ça, c'est mon conflit d'intérêt quand je vois ceci et que je sais. Ça, c'est votre conflit d'intérêt. Voilà. Ça, je peux comprendre. Je n'ai pas d'autres conflits d'intérêt. Non, mais c'est pas une accusation contre vous. C'est juste... Juste peut-être à la Ligue contre le cancer. J'ai fait une recherche sommaire vous concernant. Ouais. Je vois qu'en 2010, dans le Forum médical suisse, vous avez dit avoir des activités de consultants pour Amgen et Novartis. À 2 autres présentations... Mais pas dans le cancer du sein. C'est complètement autre chose. Non, vos activités de recherche en dépendent. C'est quelque chose qui joue un rôle de toute façon. Et je liste aussi d'autres sites que vous avez mentionnés dans le cadre de présentations qui étaient destinées à des collègues. AstraZeneca, Lilly, tout à fait. Roche, Sanofi Aventis, Novartis, Pfizer. Tout à fait, c'est ceci pour la recherche sur le cancer du poumon que je fais. Oui. Donc pour moi, le cancer du sein, ici, j'ai vraiment aucun conflit d'intérêt. Si je suis là, c'est pas que je suis vice-président de la Ligue fribourgeoise, et rien de plus. Non, mais on comprend, mais là, il y a des... Il y a rien de plus. Et puis, je vois pas où pourrait être un conflit d'intérêt de vouloir aider les patientes. C'est la seule chose.
Non, je comprends, mais là c'est des faits. J'ai aucun intérêt à faire valoir une firme pharmaceutique en disant d'aller faire un dépistage. Jamais, jamais. Je ne saurais pas comment. Pas la fâcher. Pas du tout. D'accord. Non. On n'arrivera pas à vous réconcilier là-dessus. Madame Rittner, justement, les conflits d'intérêts. Et puis après, on passe à Jean-François qui réclame la parole. Et il y a un monsieur qui a une question dans la salle. J'affirme qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt de la part de la Ligue fribourgeoise contre le cancer en matière de dépistage. Et c'est 5 000 francs que vous recevez de... On a reçu 5 000 francs en 2010 pour la semaine, les symposiums, les manifestations qu'on a organisées en février 2011 à l'occasion de notre 50e anniversaire. C'était une semaine d'information dans différents lieux du canton pour les différentes thématiques liées au cancer. C'était un sponsoring pour un événement, c'était absolument clair dans le budget de ce 50e anniversaire sur une semaine. C'était pas du tout une aide concernant un quelconque champ d'activité chez nous. C'était pas lié. Mais vous comprenez que ça pose quand même problème au niveau du public. Moi de l'extérieur, hein, je veux dire, en tant que journaliste certes, mais aussi en tant que citoyen, je me pose des questions. Et je pense que je suis pas le seul dans la salle. Non. Oui. Après, ce qui est dit n'est pas faux. Le petit problème qu'on a quand on est politicien, c'est qu'on a de tous les côtés de l'argent qui coule, qui peut avoir des influences. Alors, ce qui a été dit par Madame Riva, elle a fait des recherches, elles sont certainement justes, c'est une bonne journaliste. En face, si on prend les opposants, j'avais par exemple la Société des médecins zurichois. Les médecins zurichois sont très intéressés financièrement à ce qu'il n'y ait pas de programme de dépistage, parce qu'ils gagnent environ 3 fois plus par mammographie et par opération si c'est hors programme. C'est ce que m'a dit assez clairement. J'ai une lettre du médecin cantonal zurichois qui dit mais c'est pas mon souci, je suis pas là pour protéger les médecins ou non. C'est-à-dire j'ai des deux côtés. J'ai des deux côtés des médecins ou des personnes qui ont certains intérêts financiers. Après, on peut politiquement faire différents choix possibles. On peut dire on interdit tout subventionnement par l'industrie pharmaceutique des médecins et de certains acteurs. On a essayé dans un débat actuellement sur la loi sur les produits thérapeutiques de dire on ne veut plus que des médecins en Suisse gagnent une partie de leurs revenus en vendant des médicaments. Vous savez qu'en Suisse romande, c'est pas possible. Dans la plupart des cantons alémaniques, c'est possible. Il y a des médecins dans le canton de Lucerne qui gagnent jusqu'à 200 000 francs par année, en plus leur revenu uniquement en vendant des médicaments. Et je pense que c'est des choses qui sont hautement problématiques parce que ça peut influencer les choix thérapeutiques de manière financière et non pas médicale. Actuellement, il n'y a aucune majorité au Parlement pour faire ce genre de choses. Donc on a des majorités politiques qui souhaitent maintenir ces états de dépendance. Dans cette situation, le minimum qu'on peut demander, c'est une transparence totale, c'est-à-dire essayer de savoir qui a quel intérêt. Il n'y a pratiquement personne. Vous trouverez dans aucune commission des gens qui n'ont pas d'une manière ou d'une autre des intérêts, qui ne sont pas payés d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on essaie aussi de faire pour se rendre moins dépendant de ces soutiens privés, parce que vous êtes obligé de faire de l'information, on a des choses qui sont essentielles aujourd'hui, mais qui dépendent du soutien d'acteurs privés. Moi, j'aimerais à terme une société où ces choses peuvent se faire sans dépendre du soutien d'acteurs privés, mais ça signifie aussi qu'on doit dire majoritairement, on est d'accord de mettre un petit peu plus d'argent de la collectivité publique pour faire un certain nombre de choses qu'on trouve indispensables. On est aujourd'hui dans une société où c'est la mode, où c'est sympa de dire il faut à chaque fois un tiers d'argent public, un tiers c'est les individus, puis un tiers on va chercher dans le privé. Alors évidemment que si on fait ça, la conséquence c'est qu'on engendre un certain nombre de dépendances. Mais là on tombe sur un problème beaucoup plus fondamental qui vaut pour tout le domaine de la santé, qui vaut aussi pour d'autres domaines politiques d'ailleurs. Ok, la question de monsieur dans la salle. Oui, alors écoutez, moi j'ai une question pour essayer de ressortir quelque chose de positif ou de rassurant dans votre discussion. Attendez, c'est le dernier quart d'heure, on va parler du rassurant, voilà. Justement. Ah d'accord, parce que pour l'instant, bon, je ne suis pas une femme, enfin, je ne serais pas rassuré à leur place. Alors moi, j'avais une question précise. Est-ce qu'au moins cette campagne de dépistage, qui, d'après ce que j'ai compris, a commencé il y a à peu près 20 ans, 25 ans, est-ce qu'au moins elle a permis de développer la technique, c'est-à-dire, je dirais, de développer le matériel, c'est-à-dire d'améliorer l'imagerie? Est-ce qu'elle a permis aussi à tous les praticiens qui font du dépistage, est-ce que ça leur a permis d'améliorer, je dirais, leur métier, leur pratique? Bernard, voilà ma question qui est précise. Bernard Dupéret, vous qui êtes radiologue justement, est-ce que ça a permis d'améliorer quelque chose, le dépistage systématique? Alors vraiment oui, le matériel a considérablement évolué et s'est amélioré, la formation des radiologues aussi. C'est ce qui fait que cette amélioration du dépistage, elle a provoqué le paradoxe suivant. Plus il s'améliore et plus les effets pervers sont importants.
Parce que ce qu'il faut comprendre, je voudrais revenir dessus pour répondre à la question, il y a un véritable chantage aux femmes pour le dépistage, parce qu'il faut comprendre ce qu'est le surdiagnostic. Le surdiagnostic, c'est justement l'explication des contradictions entre le succès apparent des traitements sur des cancers soi-disant diagnostiqués précocement, grâce au dépistage, et l'absence de résultats de la mortalité en population. C'est pas le petit, on va pas pinailler sur les... ça se serait si ça marchait. Il y a 30 ans, on disait, quand on sera à 2 cm moyen de diagnostic des tumeurs du sein, le problème du cancer du sein sera terminé. On a passé les 2 cm, le problème du cancer du sein est toujours là. Ce qui est au fond, c'est pas le problème de la qualité du dépistage, c'est le problème de l'histoire naturelle du cancer du sein. La vision alstédienne qui préside toujours à notre idée, à la manière dont on voit le cancer du sein, elle est fausse. Il n'y a pas d'enchaînement mécanique entre l'in situ, le cancer invasif, les métastases et la mort. C'est ça qui est faux. Ça a été prouvé par les... Quand on est passé de la chirurgie radicale de Hallstedt à la chirurgie conservatrice, par des études randomisées de Veronesi, eh bien, on a bien compris que ça ne marchait pas comme ça. Vous pouvez... Les in situ, ça représente 20% des cancers diagnostiqués. Et ça ne permet pas d'éviter le développement des cancers invasifs. Ça n'a rien à voir, c'est un marqueur, simplement, il n'y a pas de mécanisme inéluctable qui s'enchaîne mécaniquement. Ce qui fait que la notion de diagnostic précoce, c'est une ânerie. C'est une construction de l'esprit qui ne correspond pas aux données de la réalité. Qui est merveilleux dans le dépistage. C'est que ça nous donne une masse d'informations que l'on ne veut pas utiliser pour des raisons parfaitement là de conflit d'intérêts. D'accord, merci. Il y avait une autre question, madame? Oui, je me présente, je suis technicienne en radiologie dans le canton de Fribourg. Ça fait 42 ans que je fais des mammographies. On a commencé par des clichés très basiques où on voyait les grandes taches blanches, pour être très près du béotien, où le médecin arrivait à détecter des tumeurs déjà bien importantes. On a évolué dans l'imagerie. Monsieur demandait si on avait fait une évolution. On a non seulement évolué dans l'imagerie, mais nous, les techniciens, on nous a donné des formations beaucoup plus performantes par rapport à la mammographie. Il y a encore une dizaine d'années, je ne pense pas que je faisais des mammographies d'aussi bonne qualité dans le positionnement comme je le faisais il y a même 30 ans, 20 ans, même 10 ans. Sur le canton de Fribourg, ça fait 10 ans que j'en fais au dépistage, mais le dépistage m'a beaucoup apporté dans mon perfectionnement professionnel. J'ai une autre question, on parle beaucoup d'argent, on parle de... est-ce que les journalistes, quand vous éditez un journal, vous n'avez pas des publicités dans vos journaux qui vous permettent de continuer à vivre? Je voudrais juste poser la question à vous autres journalistes, si ce n'est pas un petit peu la même chose, que les médecins ont besoin d'aide de gens qui ont de l'argent, comme d'autres gens, comme des gens qui font des expériences telles que Bernard Picard. On a toujours besoin de gens plus puissants, ou bien qui ont des sous. Donc je pense que le dépistage du cancer du sein avait besoin de ça. Et puis c'est pas que le dépistage, c'est le cancer du sein. Il faut parler du cancer du sein. Moi, je pense pas qu'il faut seulement parler de ce dépistage. Moi, ça me choque un petit peu qu'on se focalise là-dessus. Parce qu'on n'est pas des souris, les femmes. Puis, on n'est pas juste des animaux de laboratoire, mais on a aussi, comme disait madame tout à l'heure, un intellect, un cœur qui fonctionne. Quand vous arrivez avec quelque chose que vous sentez, ça veut dire que c'est déjà bien avancé. Et les dames qui arrivent par le dépistage, elles viennent avec l'espoir qu'on leur dise « j'ai rien ». Voilà, c'est ça. C'était comme quand on était petit, puis on nous envoyait dans des camions, on nous irradiait à tort l'arigot pour la tuberculose. Personne ne faisait des monstres polémiques à cause de ça. Voilà, d'accord. Bon, la problématique des journalistes, effectivement, c'est une bonne question, mais c'est vrai que la question de l'industrie privée qui intervient dans un processus public, Catherine Riva, finalement, mal nécessaire.
pourrait faire autrement? C'est pas à moi de répondre, en fait, savoir si c'est un mal nécessaire ou pas. Ce que je vois, c'est qu'on a quand même, en fait, une abondante littérature qui montre que ça a une influence absolument certaine. Je vois qu'il y a encore, malheureusement, beaucoup de politiciens de santé publique qui pensent vraiment que les intérêts de l'industrie et les intérêts des patients sont coïncidents. À mon avis, ça n'est pas le cas. Ce que je vois, c'est que l'influence croissante de l'industrie, en fait, conduit à une dilution de tout ce qu'on avait acquis avec beaucoup de mal, qui était une certaine rigueur dans le cadre des essais cliniques, qui étaient destinés, en fait, à l'évaluation des thérapies. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des procédures accélérées, avec des critères de substitution, où on est beaucoup plus dans la spéculation pour savoir s'il y aura un bénéfice quelconque. Comme exemple, il y a eu récemment une étude qui est sortie aux États-Unis qui montre que les 71 molécules qui ont été approuvées par la Food and Drug Administration aux États-Unis, donc l'équivalent de Swissmedic chez nous, pour le traitement des tumeurs solides, le cancer du sein est un cancer qui fait des tumeurs solides. Elle montre en fait qu'en moyenne, ces 71 molécules prolongent la vie des patients en moyenne entre 2 mois et 2 mois et demi. Et moyennant des effets toxiques, des effets délétères en fait, qui sont souvent très importants. On sait aussi qu'il y a une discrépance complète entre la façon dont les patients perçoivent les effets secondaires, les effets toxiques des traitements et la manière dont les investigateurs, c'est-à-dire les médecins, les voient en fait eux aussi, ne quantifient ça pas du tout de la même manière. Donc, l'influence de l'industrie fait qu'on expose en fait les patients à des traitements de plus en plus risqués. Je pense que c'est hypocrite et que c'est faux de dire en fait qu'on est dans une situation qui est win-win pour tout le monde. Et ça, donc, c'est une question pour le politique que tu es, justement. Que répondre à Catherine Riva par rapport à ça? Encore une fois, j'ai déjà dit au début, il y a des vrais progrès puis il y a des faux progrès. Personne ne conteste le fait qu'il y ait des vrais progrès et personne ne conteste le fait qu'il y ait des faux progrès. La question clé pour un politicien, mais aussi pour un défenseur des patients, notre association n'a jamais touché depuis 1970 aucun centime, aucun franc de qui que ce soit. On a nos membres, c'est tout, Punktschluss, et certaines subventions des cantons pour faire nos services de conseil. Ça nous force à être relativement petits, être modestes. C'est pas toujours avantageux d'ailleurs. On est beaucoup basé sur le bénévolat, mais on a de manière systématique renoncé à tout. On a régulièrement des gens qui nous proposent nous donner de l'argent et on dit toujours et systématiquement non, c'est une question de crédibilité. Ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, les vrais et les faux progrès, on peut chacun donner des exemples de vrais et de faux progrès. Je sais qu'il y a les deux, j'en ai vu des deux. Ce qui nous manque actuellement, c'est effectivement ce que le Conseil fédéral nous propose, c'est-à-dire d'avoir un centre de qualité neutre qui est indépendant et qu'on dote de suffisamment de ressources publiques pour pouvoir nous dire là c'est bon, là c'est pas bon. On a un certain nombre de choses. Le Swiss Medical Board qui a été évoqué, alors son propre président nous a dit en fin de travail de commission, on fait du travail qui n'est pas sérieux. Mais au moins on fait quelque chose, et je pense qu'il a quand même raison, parce qu'au moins ils essayent de le faire de manière indépendante, ils le font de manière tricotée main, parce qu'ils ont très peu de ressources, et la conclusion sur laquelle on a pu se retrouver, c'est se dire, bon, pour que vous puissiez faire du travail solide et indépendant, on va devoir trouver 15-20 millions par année, par rapport aux 25 milliards de l'assurance maladie obligatoire, c'est petit, et je pense qu'investir 1 pour 1000 de ce qu'on investit uniquement pour l'assurance maladie obligatoire, l'ensemble de la santé, c'est les 70 milliards, dans un système de qualité neutre et indépendant est quelque chose d'absolument indispensable. Encore une fois, on n'évitera pas ce genre de discussion parce qu'il y aura toujours des experts qui ont différents avis. Sur le cas ici, je ne suis pas sûr de ce que je fais. On est souvent dans des situations où on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Par contre, ce que je dois faire, c'est écouter et puis me forger une conviction sur un moment. Et je prends à ce moment-là une décision qui est un choix politique. Moi, j'ai entendu dans la sous-commission, c'était l'endroit le plus intéressant parce que j'avais 3 experts pour, 3 experts contre. On leur a demandé sur quel point est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous êtes d'accord? Et sur les points sur lesquels les experts pour et contre étaient d'accord, je dois décemment me dire que probablement ils ne sont pas tout faux. Et sur les points sur lesquels ils ne sont pas d'accord, là ça devient plus difficile parce qu'on sent que les deux ont des chiffres, les deux ont des options. Les 6 étaient d'accord pour dire on diminue la mortalité, quelle que soit la manière de faire, avec les programmes opportunistes, avec les programmes systématiques. Les 6 étaient d'accord pour dire il y a plus de qualité avec les systématiques. Par contre, ils n'étaient pas d'accord du tout entre eux pour savoir quelles sont l'ampleur des conséquences négatives. C'est-à-dire, tout le monde était d'accord pour dire si on prend une balance du côté positif, il y a quelque chose. On est d'accord.
On n'est pas tout à fait d'accord sur le poids de ce qu'il y a de positif, mais il y a quelque chose. Par contre, on n'est pas d'accord pour dire est-ce qu'il y a l'autre plateau de la balance est plus lourd ou moins lourd. Et ça, tout ce qu'on peut faire comme politicien, c'est dire on met à disposition ce qui existe. On informe sur les côtés positifs et négatifs que nous donnent les différents experts. Et une femme qui dit, et puis ça vaut pour des hommes, pour d'autres types de dépistage d'ailleurs, on est aujourd'hui sur un problème qui concerne les femmes, qui dit moi j'aimerais savoir si j'ai quelque chose. Et je sais que je cours le risque de savoir quelque chose qui ne me sert à rien, parce que même si je le sais, je vais continuer à vivre normalement. Individuellement, c'est possible. Ce qu'on sait, c'est que sur 100 femmes, ou sur 1000 femmes, 1, 2, X, les chiffres sont contestés, ira mieux si elle le sait. Par contre, chacune individuellement ne le sait pas. Et c'est la même chose avec les moyennes que vous avez citées avant. Ça nous pose des nœuds. On a des progrès où on nous dit, après X tests, ce médicament amène 3 mois de vie supplémentaire. 3 mois, est-ce qu'on va investir 100 000 francs par cas pour 3 mois? On peut probablement mieux investir l'argent dans notre système de santé. Par contre, moi, ce que j'ai demandé après, c'est sur plusieurs cas, mais comment est-ce que vous trouvez ces 3 mois? On a des cas où vous avez 1000 personnes et chacune, c'est entre 2 et 4 mois de plus. Alors, on est à peu près sur 3 mois. Puis, vous avez un autre médicament où vous avez aussi 3 mois en moyenne. Mais vous en avez quelques-uns qui font beaucoup, qui font 1 à 2 semaines de vie en plus. Mais vous en avez 2, 3, 5, 10 sur 100 qui font 20 ans en plus. Je ne sais pas à l'avance qui fait 20 ans en plus et qui fait 1 semaine en plus. Et pour le moment, on ne sait pas. Et prendre des décisions absolues, catégoriques, claires, sûres, dans une situation pareille, ce n'est pas très facile. Mais je pense qu'un institut neutre serait nécessaire justement pour conseiller, pour vous conseiller en tant que politique. Il y a une question. Oui, voilà. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis traductrice, entre autres, dans le domaine de la santé, puis j'ai lu aussi pas mal d'études, mais pas du tout sur la mammographie, par contre. Du coup, je me permets peut-être une question, j'imagine, à Madame Riva, peut-être que vous êtes au courant. J'ai lu le mois passé dans un magazine de santé qu'une étude, je suppose récente, montrait qu'en fait, parmi les femmes qui étaient diagnostiquées comme il faut tous les 2 ans, à la fin de l'étude, par rapport à des femmes qui étaient diagnostiquées que tout à la fin de l'étude, qu'une seule fois, que les femmes qui étaient diagnostiquées plusieurs fois pendant cette étude présentaient plus de cas de cancer que dans le groupe, entre guillemets, témoin, qui a été dépisté qu'une seule fois tout à la fin. Voilà, alors ça, je pense que Bernard Dupéret peut vraiment très bien vous répondre à cette question. Bernard, vous avez entendu ? Oui, c'est tout à fait fondamental, cette étude. Elle montre qu'il y a 22% de cancers en moins dans le groupe dépisté au bout de 6 ans. Ce qui laisse à penser que 22% des images ont disparu en 6 ans. Il y a eu des régressions. Alors d'ailleurs, ces régressions, moi, où je travaillais, on avait pas mal de patientes qui refusaient tout traitement. Donc des expériences d'évolution spontanée, j'en ai plusieurs à vous donner. Et c'est tout à fait étonnant. À chaque fois, on dit c'est extraordinaire. C'est parce que, encore une fois, j'y reviens, l'histoire naturelle du cancer du sein sur laquelle tout le monde s'appuie, d'ailleurs, c'est pas vrai, tout le monde, les gens qui ont cette vision mécanique linéaire, eh bien, c'est faux, ça ne correspond pas à la réalité. Et cette expérience dont vous parlez, elle est fondamentale, effectivement, parce que elle nous met, la dame qui parlait de la mammographie, je veux juste rajouter également ça, on oublie les cancers sans traduction radiologique également. C'est extraordinairement complexe. Aujourd'hui, on a des informations qui nous viennent de partout, qui viennent des cliniciens et qui viennent des épidémiologistes. C'est les épidémiologistes qui ont mené la danse parce qu'il n'y a qu'eux qui pouvaient voir la question fondamentale du surdiagnostic. Si nous, cliniciens, nous approprions leurs connaissances, eh bien, à ce moment-là, on a une vision complètement différente. C'est pour ça que la notion encore de diagnostic précoce, réfléchissez bien, ça n'existe pas. Précoce par rapport à quoi ? Si c'est au niveau de la cellule souche, précoce, on dit qu'il faut 8 ans pour arriver à 5 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Précoce par rapport à une imagerie. Mais quand on sait que cette imagerie, des cancers gros comme le poing, peuvent n'avoir aucune traduction radiologique, posez-vous le problème de savoir qu'est-ce qu'on voit sur une mammographie quand on fait le diagnostic d'un cancer. On voit essentiellement des signes indirects. Et quand vous comparez la mammographie avec l'IRM, par exemple, eh bien, vous avez 20% de cancers que vous ne voyez pas à la mammographie. Ok. Je peux vous couper là, il y a une autre question dans la salle et on vous prendra peut-être tout à l'heure. Oui. Bonjour, moi je suis Audrey, je suis aussi un peu traductrice. En fait, j'ai 2 questions. Moi, j'ai une question par rapport au diagnostic. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de
qu'est-ce que vous pensez de l'autopalpation, par exemple? Est-ce que c'est pas déjà un diagnostic qu'on peut faire soi-même? Et puis, moi, il y a 20 ans déjà, j'ai entendu parler de diagnostic du cancer par une goutte de sang en Allemagne. En fait, ça s'appelle la cristalose sensible. Bon, c'est pas très connu, mais ça peut exister. C'est peut-être un autre moyen de diagnostiquer qui coûte pas grand-chose, une goutte de sang, et puis qui est moins invasive, moins douloureuse, et etc. Enfin, voilà. Donc il y a ce problème de est-ce qu'on peut pas diagnostiquer autrement? Et puis, ma deuxième question, c'est personne n'a parlé des causes. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre de l'énergie dans la recherche sur les causes? Parce qu'il y a certainement des statistiques à faire sur... Moi, je ne sais pas, hein, je suis un peu persuadée que la prise de la pilule peut être amenée à participer à l'augmentation du nombre de cancers du sein, par exemple. Le port de soutien-gorge, etc. Il y aurait peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là, et mettre de l'argent public dans la cause, la recherche des causes. Voilà. Donc d'autres solutions à les causes. Alors peut-être commençons par les causes, parce que j'aimerais bien terminer la discussion. Là, c'est déjà 8 heures, on avance déjà bien sur la question de peut-être d'autres solutions. Mais en tout cas, les causes, est-ce que ça, c'est un... Je ne sais pas, docteur Betticher. Alors, il y a les facteurs de risque, les causes. Dans les facteurs de risque, c'est mieux. Est-ce qu'on devrait plutôt travailler sur la prévention encore plus? Tout à fait. Facteurs de risque. Donc, un cancer du sein, on est un peu pauvre. Ce n'est pas comme un cancer du poumon où c'est la cigarette, clairement, qui augmente le risque d'un cancer du poumon. Un cancer du sein, ça augmente aussi un peu la cigarette. Donc, première chose, il faut arrêter de fumer. Ensuite, si on regarde, on voit les Japonaises ont 7 fois moins de cancer du sein que les Suissesses. Essaient de vivre, de manger différemment, parce que si elles viennent chez nous aux États-Unis, elles ont aussi le même risque que l'environnement. Donc, vous voyez, c'est la graisse, l'obésité qui joue un rôle. Ensuite aussi, le nombre de cycles qu'une femme a dans sa vie augmente aussi le risque de cancer. On ne peut pas tellement influencer. Si on enlève, par exemple, les ovaires à une jeune fille au moment de la puberté, le risque de développer un cancer du sein est 1000 fois plus faible. Donc, je peux vous dire, les oestrogènes jouent un rôle aussi. 1000 fois. 1000 fois moins. Oui. Donc, vous voyez, ça, c'est les facteurs de risque. Le facteur de risque important aussi, c'est la prédisposition génétique. Donc, une maman qui a un cancer du sein, la fille aura un risque plus élevé d'avoir aussi un cancer du sein. Donc, tout ceci joue un rôle. Et on peut le savoir, on peut le mesurer sur des études épidémiologiques. Est-ce qu'on en fait assez, justement, dans ce domaine-là, Catherine? Ça, je pense que c'est une bonne question pour Bernard Dupéret. Bernard, est-ce qu'on en fait assez dans la prévention sur les causes pour le cancer du sein? Écoutez, la précédente intervenante, en fait, propose des alternatives à ce que l'on fait actuellement. Et c'est intéressant parce que tout est bloqué, parce que chacune des patientes est persuadée que s'il y a un retard de diagnostic, il y a une perte de chance. Et ça va devant les tribunaux et le médecin perd. Donc, indépendamment des intérêts immédiats qu'il peut avoir à développer son activité, la peur du procès lui fait faire des tas de choses. C'est qu'il faut, justement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de perte de chance avec un retard de diagnostic, comme nous le montre. Ce qui veut dire que quand on a levé ce lièvre-là, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas de perte de chance avec un retard de diagnostic, eh bien on peut alors justement envisager des alternatives, sans la précipitation qui est inhérente à notre activité aujourd'hui. Donc effectivement, les thérapies métaboliques, il y a tout un tas... Le problème, c'est de pas... dans le charlatanisme, étant donné que nous offrons des thérapeutiques qui sont mal explicitées, comme Catherine Riva nous l'a expliqué, quand vous dites à quelqu'un, si vous faites telle chimiothérapie, vous gagnez 1 ou 2%, ah très bien, je prends. Si elle vous dit, vous avez 3 semaines de vie supplémentaires, on relativise l'intérêt. C'est pour ça que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de tirer comme conclusion de tout ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de perte de chance avec un retard de diagnostic. Et qu'est-ce qui fait les cancers du sein aujourd'hui? Regardez les courbes, c'est quand même essentiellement le surdiagnostic. Je ne nie pas que les facteurs, on est dans la société du pétrole, quand une femme s'assoit sur un siège en plastique, il y a un relargage de préoestrogène, et donc il est évident que l'environnement augmente le nombre de cancers, sans aucun doute. Mais actuellement, c'est ridicule par rapport aux effets du surdiagnostic liés au dépistage.
Ok, mais là on est déjà dans la question des solutions, de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, si tant est qu'il y avait à un moment donné cette question qui devait être mise sur la table. Mais je pense qu'elle est importante quand même. Autre que le dépistage, qu'est-ce qu'il y a? C'est la question que posait Madame. Moi, j'aimerais bien que le docteur Betticher puisse revenir encore sur la question de... parce que je reste persuadée qu'il y a d'autres avis que celui du docteur Desperret, et puis que soigner un cancer tôt, ça continue de comporter beaucoup d'avantages. J'aimerais bien que le docteur Betticher s'exprime encore. Ensuite, par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Et là, le message de la Ligue a toujours été très clair. Il faut prévenir, changer, adapter son mode de vie autant que faire se peut dans la prévention, prévenir, dépister, et si le cancer survient néanmoins, le traiter le mieux possible, le plus tôt possible, et apporter aussi aux femmes concernées le soutien. Je pense que c'est, en tout cas en Suisse, l'action de santé publique par rapport à l'importance et à la fréquence du cancer, elle repose déjà sur ces 3 piliers. J'aimerais peut-être, Daniel, que tu reviennes. Oui, c'est très important. Je me suis noté aussi ici le retard du diagnostic. Alors, la situation est claire. Ça, on le savait déjà depuis 30 ans. Les facteurs prédictifs de cellules cancéreuses. Cellules cancéreuses sont des cellules que nous avons nous-mêmes, qui sont malades et qui ont la capacité de mettre des métastases ailleurs. Et on sait que si on a des métastases ailleurs et qui poussent, peuvent conduire au décès, c'est-à-dire c'est la mortalité. Donc, quel est le facteur de risque d'avoir justement ces micrométastases ailleurs au moment du diagnostic? Il y a 2 critères qui sont très importants. 1, c'est la taille tumorale, et 2, c'est le nombre des ganglions qu'on a au niveau des aisselles. Si vous n'avez pas de ganglions, ça fait chuter la probabilité que vous ayez des micrométastases. Et si la tumeur est petite également. Mais si vous attendez et vous laissez pousser, retard du diagnostic, alors la probabilité augmente. C'est un fait, c'était observé maintes fois, c'était publié et c'est accepté par tout le monde. Après, il y a d'autres critères qui jouent aussi un rôle sur l'agressivité de la cellule en soi, la biologie de la cellule. Puis après, comme je vous dis, on analyse de nos jours, si on ne sait pas trop combien est la probabilité d'avoir des micrométastases, on peut faire un profil génétique. C'est-à-dire, dans les cellules cancéreuses, on fait, à Fribourg, on le fait, on analyse, on a 25 gènes pour savoir quelle est la probabilité. Ceci se fait aujourd'hui de façon de routine. Encore 2 questions, et après on aura les 5 dernières minutes. Vous aurez 1 minute pour conclure. Bonsoir, je m'appelle Marion. Je suis un tout petit peu dans le domaine de la santé parce que je travaille dans le paramédical comme masseuse médicale dans un hôpital cantonal. Donc je fais beaucoup de drainage pour tout ce qui est post-mastectomie. J'ai juste, en mon observation, vu une mastectomie préventive qui m'a énormément choquée. Donc on a proposé à cette dame d'enlever un sein par prévention. Il n'y avait aucune métastase dans son sein. Et je me pose la question de savoir si... il me semble que dans notre corps, on a des mutations constantes. Et je me pose la question de savoir pourquoi certaines personnes développent un cancer, que ce soit les femmes ou les hommes, et n'importe quel type de cancer. Pourquoi certaines personnes développent des cancers et pourquoi d'autres pas. Et j'ai l'impression que toute cette prévention qu'on essaye de faire ajoute une psychose. Et je me rappelle de ma mère qui me disait, quand elle s'est divorcée de mon père, « Ah mais ça va tellement mal, je vais m'attraper un cancer du sein ». Et je me demande s'il n'y a pas là-dedans, dans la réelle prévention, donc vraiment de se poser la question de l'être humain, de savoir, au niveau psychologique du développement d'un cancer. Savoir si ce n'est pas là-dedans qu'il faut investir. Alors, comme je vous ai dit, c'est des cellules qui appartiennent au corps qui deviennent cancéreuses. Qu'est-ce que c'est? Justement, les cellules qui prolifèrent et qui ne meurent pas. Ce sont dans les gènes une séquence des acides nucléiques, comme un peu compliquée, dans le gène qui est malade. Le psychisme en soi ne va pas influencer des mutations. Ces mutations, on les acquiert durant tout son chemin de vie. Pour cette raison que le cancer augmente avec l'âge. Le cancer est une maladie de l'âge et c'est pour cette raison qu'on ne conseille pas de faire des mammographies déjà à 25 ans, 30 ans, etc. C'est la première chose. C'est-à-dire que le psychisme ne va pas influencer ces mutations, cette pathogénèse au niveau de ces cellules cancéreuses, mais il est clair que si vous avez un cancer et que le psychisme est bon,
vous supporterez mieux la situation. Puis là, certainement, qu'il y a un jeu qui se fait entre l'équilibre général, le psychisme, son physique, et la maladie. Je crois que ça, c'est important de savoir. Sur le chemin de la vie, on a différents facteurs de risque qui font, par exemple, et puis ça, c'est d'être là et d'accumuler ces différentes mutations. Comme on vient de dire, ces différents facteurs de risque qui font, je pense, ces mutations. Une dernière question, et ensuite les 5 dernières minutes, parce qu'à 20h40, il y a un film. Alors, donc, ce serait une question à Madame Riva. Madame Riva, une question personnelle à vous. Si vous devez suspecter chez vous un cancer du sein et que vous êtes inquiète parce que peut-être, je ne sais pas, une hérédité ou quelque chose, et vous avez vraiment des doutes en ce qui vous concerne, alors qu'est-ce que vous faites? À quel moment est-ce que vous allez faire une mammographie? Et si oui, et puis supposez qu'on vous détecte quelque chose, comment vous réagissez personnellement? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la suite quelle est votre stratégie personnelle en cas de cancer du sein? D'abord au moment de la détection, et puis après, par supposition bien sûr, que malheureusement vous l'ayez, qu'on vous détecte quelque chose, qu'est-ce que vous réagissez à ces différents stades? D'accord. Alors, je vais vous poser 2 questions là-dedans. C'est-à-dire, si je sens une anomalie dans mon sein, là, on n'est plus dans le dépistage à partir de là. Là, on est en fait dans le diagnostic. C'est-à-dire, en fait, que c'est quelque chose dont je vais m'ouvrir à mon médecin, et il est très probable que le médecin prescrive une mammographie parce que, comme outil diagnostique, on est là dans une domaine différente. Là, je ne suis plus en bonne santé a priori, à partir du moment où je sens quelque chose dans mon sein qui n'y était pas avant et qui m'inquiète. Là, je fais une démarche qui est diagnostique. Le problème avec le dépistage, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui sont en parfaite santé, a priori. On cherche les cancéreuses qui s'ignorent. Là, la démarche est complètement différente. Ensuite, pour ce qui serait de ma démarche personnelle, franchement, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Il y a des cas de cancer du sein dans ma famille, etc. A priori, je suis plutôt quelqu'un à risque. Mais disons que c'est vrai qu'avec les éléments que j'ai pu mettre en évidence au fur et à mesure de mes investigations, les éléments que j'ai en main me montrent en fait que beaucoup de choses me disent que le dépistage du cancer du sein n'est probablement pas une bonne mesure de santé publique. Et après, je pense que c'est à chacun de décider ce qu'il veut faire. Ce que je maintiens, c'est que même avec la brochure actuelle de tous les programmes de dépistage, sauf celui du Tessin a une autre information, actuellement, les femmes ne peuvent pas prendre une décision qui est libre et éclairée. Et là, on a vraiment, ça c'est un problème de santé publique et de responsabilité de la part des promoteurs du dépistage qui est majeur. Et qui, je pense, en fait, qui pourrait déboucher sur des vrais problèmes aussi de judiciarisation. Catherine, je vais te couper. Les 5 dernières minutes, vous avez 1 minute pour conclure le débat. Voilà, je vous laisse finir. Je reste persuadée à la fin de ce débat que la mammographie de dépistage faite avec une indication correcte, ça veut dire pas avant 50 ans, parce que c'est pas la bonne mesure, elle n'est pas nécessaire avant 50 ans. 80% des cancers touchent des femmes après 50 ans. C'est une mesure de prévention, de dépistage et de surveillance raisonnable à un coût correcte si elle est faite dans un bon cadre de qualité et d'information. Et je reste persuadée que les femmes qui font ça régulièrement, il n'y a pas besoin de le faire toutes les années, il n'y a pas besoin de le faire tous les 6 mois, mais régulièrement après 50 ans, augmente, c'est pas une assurance tout risque, mais ça augmente les chances de ces femmes d'avoir un traitement précoce. Je vous coupe, merci. Catherine Riva, on reprend le même sens que tout à l'heure. Je ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, ma conclusion, c'est que j'encourage en fait les femmes à aller s'informer. À mon sens, en fait, et c'est tout à fait possible en plus de s'informer correctement. La collaboration Cochrane l'a prouvé à partir de 2008, lorsque son dépliant a été publié. Il est très simple. Si tant de femmes se font dépister pendant tant d'années, on a tant de vies sauvées. Si tant de femmes se font dépister par tant d'années, on a tant de surdiagnostics, c'est-à-dire de femmes qui subiront des interventions inutiles. C'est très simple. Et on a quand même l'impression que les promoteurs du dépistage en Suisse tournent autour du pot et ne veulent pas donner cette information. Docteur Betticher. Merci beaucoup. J'espère qu'on a pu mettre un peu de lumière sur le dépistage. J'ai rien de beaucoup plus à dire. J'espère qu'on a pu éclaircir un peu. Pas vous rentrer à la maison, vous dites, je comprends encore moins. Ce serait pas même possible, hein. Mais
Cochrane, nous on se base tout à fait sur la Cochrane aussi, sur la revue Cochrane. Je ne pense pas que vous allez lire la Cochrane parce que c'est assez difficile, mais lisez tout de même déjà quand même le dépliant de la Ligue suisse qui est, je trouve, assez bien fait. Si on le lit comme il faut, du début à des schémas, etc. Le surdiagnostic et les vies sauvées. Bernard Dupéret, 1 minute. Bien, les effets délétères du dépistage sont infiniment plus importants que le bénéfice. Dans le grand public, il y a la recherche Que choisir santé, qu'on fait d'excellents papiers là-dessus. Et puis, pour la dernière question, elle était intéressante. Le problème, c'est pas de savoir pourquoi. Il faut le savoir, mais c'est pas uniquement quelqu'un fait un cancer et quelqu'un n'en fait pas. C'est de savoir pourquoi, avec une tumeur, la même tumeur histologique, certains meurent et d'autres n'en entendront jamais parler, voire ça régressera. C'est là l'avancée, c'est là où il faut travailler. C'est ce que refusent justement les gens qui s'appuient sur l'ancienne vision de l'histoire naturelle du cancer du sein qui sous-tend le dépistage. Le dépistage qu'il a de négatif, c'est qu'il nie la réalité scientifique de ce qu'est aujourd'hui l'histoire naturelle de la maladie. Ok, merci. Jean-François Steyert. Merci. D'abord, je pense qu'il faut éviter de jouer thérapie contre prévention. La politique de santé, c'est la somme des différentes choses, il n'y a rien d'absolu. Après, deuxième chose, que ce soit des dépistages de forme systématique, des dépistages sous forme opportuniste, ou le choix de ne rien faire du tout, on a besoin d'une information la meilleure possible. Je pense que, aussi parce qu'on a des critiques extrêmement fortes, souvent justifiées, des fois peut-être exagérées, ça a forcé à mener le débat depuis passablement d'années. Il a été beaucoup plus fort en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Ça a aussi conduit à ce que les brochures d'information, les feuilles d'information soient beaucoup plus différenciées. Encore une fois, le Peter Sutter, qui est président de l'Académie des sciences médicales, qui est un opposant au programme de dépistage systématique, a déclaré devant la commission les informations qui sont à disposition actuellement, les toutes dernières, pas avant, mais les toutes dernières, sont aujourd'hui de qualité qui permettent aux femmes de se faire une opinion de manière libre. Je pars du fait que si un des principaux opposants dit que l'information entre-temps est correcte, qu'on a probablement atteint un seuil d'information qui n'est pas trop mauvais. Deux dernières choses. 90% de l'augmentation de l'espérance de vie qui a été très importante ces dernières décennies n'est pas due à des questions thérapeutiques, mais à des questions de mode de vie et d'autres. Plusieurs personnes ont parlé des modes de vie, de prévention, d'alimentation, toute une série d'autres choses. C'est quelque chose qu'on ne doit pas complètement ignorer quand on parle de santé. On parle essentiellement du côté curatif. Et toute dernière chose, j'ai 8 experts pour, contre, qui me disent tous, on guérit entre 100 et 200 femmes, on évite entre 100 et 200 femmes par année en Suisse de mourir du cancer du sein. Juste rester là, croiser les bras et ne rien faire me semble peu responsable dans cette situation. Ce document de la sous-commission, il est public? Non. Tu peux pas nous le mettre à disposition? Non. J'ai des règles de secret de commission qui me permettent de résumer 2-3 choses, mais certaines des choses ont été dites publiquement par certains, donc on peut les utiliser, mais ça on pourra peut-être voir. D'accord, ok. Mais ça m'intéresse de voir ce document. On va... S'il vous plaît. Oui, on s'arrête là, Bernard, je suis désolé, parce qu'il y a une séance de cinéma tout à l'heure. Juste avant de... Je veux vous remercier aussi de votre présence de nouveau et de la qualité de l'échange. Je vous remercie aussi autour de la table, c'était très intéressant. Merci d'être venu. Et juste avant de partir, on va faire un tirage au sort pour 3 abonnements. Hein. Alors, vous êtes 4, mais enfin bon, Jean-François t'en prend un. Merci. Catherine. Et puis peut-être Madame Ritter. Ouais, non, 3. Allez, 4, allez, soyons fous. Un peu de financement privé, ça les paiera. Pour l'instant, ouais, plutôt. Vas-y. Alors, j'ai Laurent et Dominique Chassot à la route de l'église 67. Il n'y a pas le lieu. Il y a beaucoup de routes de l'église dans le canton de Fribourg, mais on va trouver ça. C'est qui? Est-ce qu'ils sont encore dans la salle? Laurent et Dominique Chassot. Oui. D'accord. Vous pouvez passer après, parce qu'il faudra compléter un petit peu le document. Il y a Christine Schnolli. Alors vous l'offrez à quelqu'un d'autre. Alors on prendra quelqu'un d'autre. Oui. Magali Corpato à Botrans. Oh. S'il y a que des abonnés, ça va pas non plus. Madame Hauser, route à Villa-sur-Glane. Vous n'êtes pas abonné, j'espère? Ah ben voilà. Alors, enfin, j'espère. Alors le tirage de Patrick Valélian, c'est Elisabeth Kung.
C'est vous, madame? Vous êtes abonné? Ah ben voilà. Ah, voilà. Une excellente On en a 4. Merci. Merci pour cette soirée. À très bientôt.